c'est pas les plus doués qui sont arrivés, mais c'est les plus pugnaces, les plus travailleurs, les plus déterminés. Pour jouer de la trompette, il faut soit être vraiment intelligent, soit être vraiment idiot. Ah bah oui, Gabi, j'adore. Le fantasme de tout trompettiste de base, c'est quand même d'aller haut, vite et aigu. Il est impossible de jouer correctement d'un instrument en pensant. Rien de tel que de bien appuyer pour avoir des aigus. J'aime pas particulièrement la trompette. Puis il m'a dit, bon écoute Rémi, j'ai rien à t'apporter, t'as rien à m'apporter. Et le stress, tu vois, tu te dis... Excusez-moi, l'idéal, c'est d'avoir un cerveau. J'ai un autre prodige qui s'appelle Maurice André. C'est Lui, on peut dire à éviter. à éviter. Un trompettiste qui pense est un trompettiste mort. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast Tout Brasse. Aujourd'hui, on a la chance pour ce premier podcast d'avoir le meilleur trompettiste classique d'après ChatGPT. Bonjour Eric. D'après ChatGPT, D'après ChatGPT. c'est un compliment ou... Si c'est ChatGPT, je pense. Normalement, c'est pas. Bah alors ça l'était. Incroyable alors. Ça l'était il y a quelques semaines. Je l'ai vérifié il y a peut-être ça va quelques changer jours. tous les jours. Et c'est toujours bon pour le moment. Ah oui. Ouais. Faut garder le. Bon, utilisez ChatGPT. Très bien, très bonne idée. Et puis je suis en compagnie de Valentin également, avec qui je fais des vidéos de trompette. Bonjour Valentin. Exactement. Salut Rémi. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, Eric, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie, tu sais, moi, à part de la trompette, je n'ai pas fait grand-chose, tu vois. Non, voilà, trompettiste, évidemment. Mais avant d'être trompettiste, j'espère être artiste et j'espère être musicien. Pour moi, la trompette n'est pas une fin en soi. Je veux dire, ce qui est une fin en soi pour moi, c'est de pouvoir exister dans ce monde et donner l'expression de sa vie par et à travers, je veux dire, un instrument, un vecteur qui est la trompette. Alors, ça peut être très long, la présentation. Mais en tout cas, on aime bien. Dis ce que tu as envie de dire. Non, tout simplement que moi, la vie m'a amené à la trompette, mais en fait, c'est quelque chose qui est très... c'est un parfait hasard, en fait. Okay. Un parfait hasard. Je n'étais pas destiné du tout à être trompettiste dans ma jeunesse. Donc très souvent, on m'a dit, c'est toi qui as choisi la trompette. Absolument pas. Okay. Alors je dis souvent que c'est la trompette qui m'a choisi. Je dis ça, évidemment, maintenant qu'il y en a beaucoup plus derrière que devant. La trompette m'a choisi, étant donné que ça a plutôt bien fonctionné jusque maintenant. Sinon, j'aurais peut-être dit autre chose. Mais en tout cas, la trompette a été le fruit du hasard, étant donné que lorsque j'ai commencé la musique, en fait, j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. 6 ans, j'ai fait du solfège, alors qu'on n'emploie plus le terme aujourd'hui, solfège. C'est très vilain de dire solfège, c'est formation musicale, c'est bien ça. Alors nous, c'était solfège, désolé pour les intégristes ou les épuristes. Non, intégristes peut-être pas, mais puristes. En tout cas, voilà, du solfège. Et puis pendant 6 mois, un an, je ne me souviens plus exactement. Et après, il a bien sûr fallu choisir un instrument de musique, puisque pour faire de la musique, généralement, à part sa voix, on a quand même besoin d'un instrument. C'est mieux, c'est plus pratique. Et donc... à l'époque, rien n'était prédestiné à tout ça. Et en fait, c'était le hasard de la vie qui fait que mes parents, à l'époque, le jeudi, c'était le jour des enfants. C'est-à-dire où on n'allait pas à l'école. Maintenant, c'est le mercredi. Et encore aujourd'hui, on va le mercredi matin, je crois, à l'école maintenant. Donc, c'était le jeudi. Et puis, moi, je vivais dans une banlieue ouvrière... de la région parisienne, Garges-les-Gonesse pour ne pas le nommer, donc les HLM, Sarcelles, Garges, vous savez, ça a une connotation un peu péjorative aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a mal évolué, on va dire, mais à l'époque, en fait, c'était des HLM tout simples, et puis ça se passait assez bien. Néanmoins, il y a tous les gosses du quartier le jeudi qui étaient dans la rue en train de jouer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et on n'était pas avec les Smartphone et tout. Toute la journée, comme ça. Et donc, on allait jouer. Et mes parents ne voulaient pas que j'aille zoner dans la rue toute la journée. Et il se trouvait que le jeudi matin, on voyait partir les enfants des voisins du rez-de-chaussée avec des guitares. Ils partaient tous les deux.
le frère et la sœur, et puis partaient au loin, comme ça, on voyait partir. Nous, on habitait au 4e étage, ils partaient. Je dis, tiens, mais que font-ils avec des guitares? Où vont-ils? Alors on les interroge comme ça, on dit, vous savez qu'il y a un nouveau conservatoire de musique qui s'est créé à quelques encablures de là, à Garges-les-Gonesse, et les gamins, donc, ils vont faire de la guitare là-bas. C'est très bien. Mon père qui disait, tiens, le jeudi, à la place d'aller zoner, vous allez au conservatoire. Alors avec mon frère aîné, comme ça, avec Thierry. Moi, tu sais, à 6 ans, tu mouftes pas, quoi. Je veux dire, tu dis, bon, d'accord, tu vois. Et hop, on ouvrait la partie au conservatoire, donc quelques mois de solfège, etc. Et après, donc, il fallait choisir l'instrument. Mes parents, malheureusement, étaient pas riches du tout, ils n'avaient pas les moyens d'acheter un instrument. Et à l'époque, il n'y avait pas trop encore ce système de location qui existe aujourd'hui. Ouais. Et surtout que le conservatoire était tout nouveau. Et donc, on n'est pas là. Et en discutant justement avec ces fameux voisins, le père des guitaristes dit à mon père, mais moi j'ai une vieille trompette dans mon armoire qui ne sert plus depuis, je ne sais pas quelle. Alors on avait l'habitude de dire oui, une trompette qui date de la guerre de 14. Pourquoi? C'est l'image comme ça. Pour dire que c'est lointain. C'est lointain. Qu'elle est assez vieille. C'est assez vieille. Une trompette Couesnon. Et il nous a prêté la trompette, et puis avec mon frère, on a commencé comme ça. Ok. Pam, hop. Et après, on va faire de la trompette. Voilà. Et toi, tu n'as pas choisi, quoi. C'était la trompette. Si le voisin avait eu un violon de clarinette, j'aurais fait du violon ou mon Dieu, la clarinette. J'aurais fait de la clarinette. Tu vois? Okay. Pardon pour les clarinettistes. Hein, on en a enregistré récemment, là, et moi, j'aimais pas, comme ça. Et franchement, je trouve ça un peu incroyable en entendant. Ouais. Tant qu'ils jouent piano, ça va. Et ils peuvent faire beaucoup plus de nuances dans les pianos que nous, effectivement. Carrément. Ouais. Tu vois, voilà. C'est mort. Et ouais, du coup, tu as utilisé. Donc, voilà, alors je vous ai raconté le début. Alors, c'est une présentation, mais bon, c'est pas terminé. Ça va aller crescendo, hein, si j'ose dire. J'ai commencé par le début. Ouais. Et donc, voilà, le fait pourquoi je suis trompettiste aujourd'hui, en fait, c'est la trompette qui m'a choisi par le plus pur des hasards. Et il se trouvait que ça fonctionnait bien. Ouais. Dès le début. Dès le début, oui. Okay. Et en fait, en plus, j'étais avec un professeur de corps. Il n'y a pas de professeur de trompette là-bas. Et puis, le professeur de corps, il ne savait pas sur quoi faire travailler. Alors, il avait pris le livre de solfège. Ah ouais, ok. Le Classens, tu vois, pof, lecture chantée, je sais pas quoi. Alors, hop, j'ai commencé sur le bouquin pendant 2 ans, 3 ans, comme ça. Ah ouais. Et puis, ça a marché, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai eu le même début de carrière que toi. Moi, je jouais pas la trompette non plus. Ensuite, j'ai eu un prof qui jouait pas de trompette. Mais à la fin de la carrière, c'est pas arrivé au même niveau. T'as commencé au djembé, non? Ouais, j'ai commencé au djembé. Mais après, moi, je voulais faire du trombone quand j'étais gamin. Et je pensais que ça s'appelait la trompette. Ah oui. Et du coup, je dis à mes parents, moi, je vais faire de la trompette, tout ça. Puis le premier jour, là, il y avait la location au moment où j'étais là. Oui. T'es plus jeune que moi, hein, forcément. Et ils ouvrent la boîte. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, c'est pas ça. Puis j'ai jamais osé dire à mes parents à l'époque que c'était pas ça. Et du coup, je vais la trompette. La trompette, c'est ça. C'est un truc comme ça, là, tu vois. Ouais, et puis j'ai jamais rebougé, quoi. Parce qu'après, l'instrument m'a plu, quoi. Donc j'ai continué comme ça. Mais moi, il faisait du sous-bassophone, mon prof. C'est un peu rien à voir. Mon Dieu, ça existe encore, rien ça? À voir. Ouais, il faisait que ça. Dans les fanfares et tout. Sous-bassophone. Ah oui, c'est avec les licons, non? C'est ça. En fait, les licons, je crois qu'il doit être penché. Ouais, le sous-basse, c'est non. En fait, le sous-basse, on voit le pavillon. Oui, tu vois qu'au-dessus du mec. Les licons, en fait, il n'y a pas de pavillon. Il s'arrête derrière. Ah bon? Oui. Et c'est plutôt utilisé dans la musique. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. C'est ça. Hyper instructif. Je vais me coucher moins bête. Hein. Ouais, du coup, tu disais, t'arrives à la trompette, ça se passe bien tout de suite. Ouais. En fait, ça se passe bien toujours. Alors, moi, j'étais plutôt quelqu'un d'assez timide, tu vois. D'ailleurs, que je suis toujours, d'une certaine façon. Ok. Tu vois, je suis pas le genre à aller m'imposer, tout ça. Et donc, en fait, ça a un peu soigné ma timidité. Enfin, je sais pas si ça l'a soigné, mais en tout cas, ça m'a fait exister, si tu veux. Donc, moi, ce qui était important dans la musique ou la trompette, si tu veux, c'est que subitement, j'étais devenu quelqu'un. Ok. Tu vois? Okay. Et ce qui était valorisant, d'une certaine façon. Donc moi, ce qui me plaisait, c'était pas la trompette par elle-même, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Tu vois, moi, j'aime pas particulièrement la trompette. Vous voyez, la trompette, c'est juste un moyen. Et donc, parce que les gens me regardaient avec admiration. Alors, pour commencer, mes parents, sûrement, etc. Enfin, admiration, toute proportion gardée, je veux dire. Mais en tout cas, tout le monde avait l'air content. Alors moi, je me suis dit, pourvu que ça dure, tu vois. Ouais.
Et donc, voilà. Alors, donc, tout le monde semblait être heureux de cette situation. Et moi, j'étais encore très heureux de ça parce que finalement, ça me permettait d'avoir quelques avantages, on va dire, quelques regards. Et voilà. Bon, ça, c'est toujours valorisant pour quelqu'un, bien entendu. Bien sûr. Ouais. Ça a été un tout petit peu plus difficile pour mon frère aîné. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a un peu souffert parce qu'il était un petit peu plus long, on va dire, à la détente. Pourtant, maintenant, il est à la retraite, mais il a été trompettiste professionnel. Ça l'a pas empêché, de toute façon. Mais ça a été un peu plus compliqué ses débuts que moi, on va dire. Voilà. Et puis il y a l'effet de contraste aussi, j'imagine, même si. Oui, forcément. Alors sur le coup, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais probablement, lui a dû un peu en souffrir quand même, si tu veux. Mais que faire ? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, Comme ça. c'était un peu compliqué. Donc voilà. Et alors ensuite, évidemment, quand le prof de corps, qui s'appelait Jean-Claude Bayeux, a été un peu au bout de ses possibilités, il m'a envoyé au conservatoire d'Aubervilliers-la-Courneuve chez André Prel. Et c'est lui qui a été mon premier professeur de trompette, on va dire, véritablement. Et à l'époque, du coup, tu allais déjà beaucoup plus vite que tout le monde dans ta progression ? Oui. Ouais. Et du coup, quand tu es rentré c'est Aubervilliers, tu dis ça ? Aubervilliers. Aubervilliers. Et quand tu arrives à Aubervilliers, tu rentres sur à peu près quel niveau ? C'est des niveaux qu'on connaît aujourd'hui ? Alors je me souviens pas avec précision, mais j'ai dû être classé en niveau moyen, peut-être, je sais pas. Élémentaire, moyen. C'est quoi ? C'est un second oui, cycle ? c'est le second cycle. Ouais, parce qu'à l'époque, Ok. t'avais débutant, préparatoire, élémentaire, moyen. Et après, ça s'est transformé encore, etc. Encore. Ok. Et donc, je suis arrivé peut-être en quelle année là-bas 68. Ah, ok. Avec Prel, du coup ? J'ai commencé en 66, 68, 69, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, au bout de 3 ans. Au bout de peut-être 2 ans, peut-être. Avec Prel, effectivement. Et puis tout ça jusqu'en 73, en fait. Puisque ensuite, en 73, André voulait me présenter au CNSM de Paris. Et en fait, le CNSM a refusé à l'époque. Il a dit, ah non, c'est 14 ans. Ah, bon. Ok, il y avait des limites Ah d'âge. oui, quand même. Ouais. Et donc, j'ai végété pendant 1 an. J'ai fait de la musique de chambre, j'ai fait des choses, etc. Et puis, donc, j'ai pu me présenter en 74, donc à 14 ans. Parce que ça... Ok, Pour le CNSM. incroyable. D'accord. T'es arrivé avant la ouais. limite. Souvent, on s'inquiète plutôt de l'autre limite, quoi, de l'âge Ah oui, maximal. et non, moi, l'âge c'était le minimal. contraire. Ok, super. Mais bon, j'avais pas trop conscience. Et à l'époque, c'était qui au CNSM de Paris, du coup, que t'as eu ? Alors, à l'époque, c'était Maurice André. Ah oui, ok, bye. Et c'était en fait jusqu'en août, donc 74, c'était Ludovic Vaillant. Ok. D'accord. Et il est mort l'été. Juste avant le concours. Le concours, c'était en septembre. Oui, il est mort l'été d'avant. Donc, Ok. et donc, ça a été Marcel Lagorce qui l'a remplacé pour faire une intérim. Et par la suite, ça a été Pierre Thibault qui a été nommé. Et donc, il y avait donc Maurice et donc Lagorce. Ok. C'est vrai que t'as démarré ta carrière, du coup, en sortie de CNSM, avant même ? Même avant, puisque j'ai commencé à travailler, j'avais 15-16 ans, parce que j'allais faire des remplacements à la radio, j'allais faire des remplacements dans les Ah conservatoires. oui, directement. Ouais, carrément. Ouais. Ça va vite. Oui, et je gagnais déjà de l'argent à 15-16 ans, oui. Ouais, du coup, t'as Ok. toujours vécu de la trompette, quoi. C'est chouette. Oui, mais c'est pas pour ça que ça a été simple, hein, je veux dire. J'ai eu des difficultés quand même. Oui. Hein. C'est quoi ta plus grosse difficulté ? C'est ce que j'ai posé comme question. Ah oui. Quel est le regard des C'est-à-dire autres qu'en musiciens fait, moi, j'étais ce qu'on appelle doué, entre guillemets. Un prodige. Oui, voilà, je voulais pas qu'on prononce ça. Ok. Mais On le dira pas, alors. Merci, Valentin. Les gens disaient ça, effectivement, puisqu'il y a même des émissions de télévision qui sont venues à la maison.
super. Ah oui, d'accord. Dans le cadre, vous savez, les enfants prodiges, machin. Alors moi, je voulais surtout pas être un enfant prodige. Moi, je voulais être comme tout le monde. Ah, ok. Ah, c'est drôle. Ouais. Mais oui, et moi, parce que tu comprends, tu es à l'école et tout. Après, les camarades, ils regardent tu vois, Le regard des autres. le regard des autres. Et c'était un peu compliqué à gérer parce que Sans être prodige, ils nous regardaient mal, nous. Hein. imagine prodige. Avec un peu de talent. Et donc, forcément, moi, ça me plaisait pas qu'on me regarde de travers. Et donc, finalement, petit à petit, j'ai toujours ressenti ça. J'ai toujours été isolé, d'une certaine façon, à cause de ma précocité, si tu veux. Tu vois. Ok. Et donc, moi, j'aimais pas ça. Alors, quand je voyais le clap à la télévision qui venait à la maison, il y avait clac, Éric Aubier, les enfants prodiges. On n'a Je pas ne fait plus le clap. parler, tu vois. Un oublié clap. Et après, je dis, mais non, mais il ne faut pas s'occuper de ça, machin, que disait la réalisatrice. Ok, incroyable. Et tout. Et moi, j'étais paniqué carrément, tu vois. Ah, donc il y a une lourdeur quand même de ce système médiatique. Ouais, et puis alors médiatique, justement, et la difficulté est venue de ça, de la médiatisation un petit peu, et du fait que j'étais pas tellement mûr finalement. C'est pas parce que tu es doué que tu es terminé, je veux dire, tu vois. Oui, complètement. Donc j'avais 13-14 ans. Et moi, j'avais pas l'habitude de travailler beaucoup la trompette, tu vois. C'était pas comme maintenant, les gamins, tu vois. Enfin, pour ceux qui sont motivés, ils travaillent vraiment. Moi, je travaillais 3/4 d'heure, tu vois, la trompette tous les jours, et 1 heure, et après, j'étais Ok. c'est bon. Ok. C'est bon, tu vois. Alors, comme j'avais beaucoup de souplesse, tout ça, donc j'arrivais à faire plein de choses, mais j'avais pas la morphologie, j'avais pas la consistance, j'avais pas la musculature de quelqu'un qui va prétendre à occuper un poste, un poste d'étudiant au CNSM, tu vois. Et donc, quand je suis arrivé au CNSM, etc., où qu'on a commencé à faire des choses plus difficiles, tu vois, Ouais. ben, pour moi, ça a été pouf, Ok. j'étais down, tu vois. J'étais... En plus, la première année où je suis rentré au CNSM, c'était pas Maurice. Maurice avait pris une année sabbatique. Et donc, j'ai pas vu Maurice de l'année. Et j'ai vu son remplaçant, qui s'appelait Jean Pirot. Jean Pirot, c'était un petit bonhomme qui n'était pas plus haut que ça. Yeah. Enfin, c'est pas péjoratif, mais c'était un petit gars. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un contraste entre le petit gars qui paraissait comme ça très discret et un caractère, un pet sec, tu vois, qui pouvait être très exigeant et très, je vais pas dire méchant, mais enfin dur sur la bête, quoi, je veux dire, tu vois. Et donc moi, il m'a pas loupé. Et à chaque fois que j'y allais, je me démontais la gueule, tu vois. Et puis je revenais à la maison. Je mettais 8 jours à m'en remettre, et puis après, bam, il m'en remettait une couche. Et donc pendant 1 an, je savais plus jouer de trompette, tu vois. Ok. Ah ouais. Ah ouais, mais j'étais carrément inquiet, je veux dire, tu vois, parce que je jouais 5 minutes, je pouvais plus. Enfin, et c'est de là où j'ai commencé à véritablement travailler. Parce qu'avant, je travaillais pas, je jouais, tu vois. Ok. Et donc là, j'étais obligé de... Je suis retourné voir le père Prel, et puis il m'a dit, bon, bah, tu vas faire du stamp, du machin et tout. Et j'ai commencé à respirer, moi, je savais pas ce que c'était, tu vois. Ouais, rien, je connaissais rien, quoi. Et donc j'ai commencé à travailler le stamp, etc. Et puis je vais commencer à me sortir la tête de l'eau, mais pendant 1 an, j'étais vraiment mal, quoi. Okay. Et puis après, Maurice est arrivé la 2e année, j'ai commencé, c'était pas encore ça, et puis j'ai mis 2 ans vraiment à récupérer et à progresser dans le domaine où il fallait que je progresse, c'est-à-dire l'endurance, tout ça, enfin tout ce qui est autour de tout ça. Et donc 2, voire 3 ans, et en fait mes années au CNSM. Ok. Oui, d'accord. Et quand je suis sorti du CNSM, voilà, j'étais pas encore complètement opérationnel, mais ça venait quand même, tu vois, ça commençait à venir. Ok. Mais enfin, ça a été vraiment très compliqué. Et du fait aussi de cette précocité, cette fait de ces lacunes aussi que j'avais, compliqué. J'aurais pu très bien basculer du mauvais côté. Ça. Et puis aujourd'hui, on ne serait pas là, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait pu passer du mauvais côté, comme tu dis ? Que j'arrive pas à surmonter le problème et que... Moi, j'ai connu des gens qui sont chopés des courbatures ou qui n'arrivaient plus à jouer dans le truc, ouais. et qui ne sont jamais remis. Ok.
pas que quelquefois, il y a des conditions physiologiques, mais surtout, à mon avis, psychologiques. Après, si tu as un blocage psychologique, c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense que toutes les courbatures et tout ce qui peut se produire physiologiquement parlant est réparable avec l'expérience. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, c'est beaucoup plus compliqué à réparer et à soigner. Pourquoi ? Parce que comme c'est pas visible, ça n'existe pas, je veux dire. Et pourtant, ça existe. Et le traumatisme, et j'ai vu ça chez beaucoup de trompettistes qui ont traversé des problèmes de cet ordre-là. Et je me suis aperçu que c'était plus des problèmes physiologiques qui étaient la cause de leur déficience, mais surtout psychologique. Ok. Et quand tu vois les problèmes de résistance dont tu parlais, pour les résoudre, c'est quoi la meilleure façon pour quelqu'un qui n'a pas de résistance d'améliorer vraiment sa résistance, tu vois, qui joue un quart d'heure, qui est rincé? D'abord, tout ça, c'est lié aussi avec ta propre technique, si tu veux. Okay. Plus ta technique, et moins tu vas avoir tu pourras avoir des problèmes de résistance, mais tu vas pouvoir les aborder avec beaucoup plus de facilité. Ouais, ok. Alors, pour ça, répondre comme ça, c'est un peu compliqué, mais simplement, il faut... Pour jouer de la trompette, si tu veux, il faut une certaine énergie. Ouais. Le problème de cette énergie, où est-ce que tu vas la chercher ? Voilà. Et le problème de cette énergie, c'est que comme notre technique, elle ne se voit pas, tu vois, c'est à l'intérieur. Tu vois, ton souffle, c'est immatériel, si tu veux, tu vois. Donc, quelque part, ça n'existe pas. Alors donc, si tu vas la chercher à 100% ici, c'est sûr que ça va être un peu compliqué, tu vois, parce que tu vois, c'est un muscle, ouais. C'est petit, hein, quand même. C'est pas des jambes, c'est pas des fessiers, c'est pas des abdominaux, hein. Donc, si tu les maltraites, ça va pas marcher, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et si tu vas aller rechercher ta source d'énergie dans ton corps et différemment par le vecteur de la respiration, parce que c'est ça qui nous sert de transmission, finalement, alors tu vas pouvoir équilibrer les choses, tu vas pouvoir te protéger et garder les propriétés des lèvres qui sont là, en fait, que pour vibrer. Hein, la lèvre, ça fait pour vibrer, comme une hanche de clarinette, on parlait tout à l'heure, le son, c'est la vibration. Non, nous, c'est la lèvre. Donc, si cette lèvre, elle est comprimée, pressée, etc., naturellement, elle ne va pas bien fonctionner. Ouais. Donc, il faut savoir la protéger, mais il faut aussi l'entraîner. Et c'est pour ça que si elle est bien entraînée, c'est-à-dire qu'elle est bien en correspondance, avec une balance de ton corps, donc de ta respiration, alors tu peux trouver un équilibre et puis la faire fonctionner dans de bonnes circonstances. De là, elle va se renforcer, si tu veux. Mais tout ça, c'est un équilibre qui est assez fragile. Et notre problème de trompettiste, c'est un peu comme les problèmes de sportifs, si tu veux, qui sont obligés, si tu veux être performant, d'aller à l'entraînement régulièrement. Si tu n'as pas d'entraînement, ton muscle, il s'atrophie, il est moins performant, et il se fatigue plus vite. Là-dessus, où les gens se blessent souvent chez les sportifs, c'est quand ils ont ou poussé trop loin la machine sans prendre suffisamment de précautions, ou ils manquent d'entraînement, et puis subitement, ils vont faire comme un footballeur, je ne sais pas moi, qui va faire un match, il va courir comme un dératé, il va faire des tas de trucs, il va se blesser. Tu vois ? Ouais. Pour la trompette, c'est un peu la même chose. Ça va bien s'échauffer avant. S'échauffer, et puis aller en adéquation avec ton entraînement. Je veux dire, si toi, tu te mets à travailler, je sais pas, moi, t'as rien fait pendant 15 jours, et puis tu te pointes et tu dis, tiens, allez, aujourd'hui, c'est brandebourgeois, et jusqu'au bout. Ouais. Si tu veux vraiment le faire, et quoi, tu risques de casser un peu la machine, quoi, je veux dire. Tu vois, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est en adéquation avec ta fréquence d'entraînement, ton entraînement, ton type d'entraînement, ton niveau technique. Tout ça, c'est une balance qui se fait, quoi. Okay. Voilà, donc... Et du coup, toi, c'est quel entraînement tu faisais pour à l'époque, je savais rien. Alors au départ, j'écoutais Prel qui me disait, on va te faire stamp. Alors je faisais stamp plus ou moins bien, je sais pas. Et j'ai commencé surtout à travailler la respiration, c'est-à-dire à me servir de mon corps pour ne plus me servir trop d'élèves, ou se servir de meilleure façon, si tu veux, tu vois.
Et donc, ça a été d'abord, oui, au niveau de la respiration, au niveau du souffle, au niveau de tout ça. Et puis après, ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est que je me suis mis à faire en musique de chambre à Paris. On a commencé à faire du quintet de cuivre. C'est très banal, je sais, mais ça a été très formateur. Après, j'ai monté un quintet de cuivre avec des amis, enfin, etc. J'en ai fait beaucoup. Et ça, c'est ce qui m'a permis de faire vraiment de l'entraînement, du temps de jeu, si j'ose dire, et puis de faire marcher la machine de façon plus intense. Et voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Ouais. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du côté négatif de la médiatisation, que toi, t'en voulais pas, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus dans un monde où, en fait, on doit être médiatisé pour jouer ou pas ? Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé, parce que à l'époque, des personnes comme moi, il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Enfin, la trompette, il n'y en avait pas du tout. C'est plus ou moins le premier. Mais aujourd'hui, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc, aujourd'hui, il y a eu des jeunes, plus ou moins jeunes, et qui ont fait des parcours pareils, très précoces. Alors, on peut en citer, je veux dire... même Lucienne, moi je trouve Lucienne, plutôt récemment, si tu veux, mais on a eu, il y a quelques années quand même, il y avait David Guerrier, si tu veux, par exemple. David, qui était extrêmement précoce comme gamin, tu vois, et qui a monté vite, et même encore plus vite que moi, même. Mais c'est-à-dire que à cette époque-là, les gens, enfin les jeunes étaient peut-être mieux entourés. Moi, je n'étais pas entouré. Oui, bien sûr. Bah oui, tu n'avais pas l'environnement. J'avais pas l'environnement. Je me débrouillais tout seul. Mes parents, ils étaient surtout flattés d'avoir le gamin que tout le monde parle, etc. Et moi, tu te retrouves un peu à poil dans tout ça, si tu veux, tu vois. Et donc, pas préparé, pas entouré. Et donc, ça peut te devenir compliqué. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes comme David à l'époque ou Lucien, ils étaient vraiment encadrés. Enfin, moi, je m'en souviens, puisque j'ai assisté à tout ça. Ouais. Et ils sont bien mieux encadrés, bien mieux préparés, et puis également pour la médiatisation. Mais effectivement, la médiatisation est aujourd'hui quelque chose de crucial pour quelqu'un qui veut faire carrière, je veux dire. Tu vois. Alors moi, je ne la cherchais pas du tout. Okay. Mais il faut aussi faire la différence entre la médiatisation d'un enfant ou d'un adolescent et la médiatisation d'un adulte, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que tant que tu es enfant, si tu veux, ou enfant prodige, alors effectivement, tu sors de la norme, parce que tout d'un coup, tu peux faire des choses que personne d'autre de ton âge peut le faire. Alors forcément, ça te crée un contraste. Mais lorsque tu arrives à l'âge, entre guillemets, adulte, si tu veux, donc à 18-20 ans, je ne sais pas, tu rentres dans la catégorie adulte, et donc là, tu te retrouves... C'est très bien ce que tu fais, mais il y en a peut-être d'autres qui arrivent à faire aussi bien, ou peut-être mieux même, je ne sais pas, tu vois. Donc ce phénomène-là de prodige, c'est le phénomène de contraste, si tu veux, tu vois, entre l'âge, comme, je veux dire, quand David ou Lucienne, tu vois, sont apparus, je veux dire, il y a eu un contraste énorme entre l'enfant que Lucienne était, par exemple, et ce qu'elle pouvait sortir de sa trompette, tu vois, c'était assez... bluffant, quoi. Et tout le monde a été bluffé de ça, moi le premier. Tu l'as entendu quand elle était jeune ? Oui, j'ai entendu quand elle était jeune. La première fois, c'était dans un concours en Belgique, je ne sais plus quelle année, elle n'était pas bien vieille, hein. Elle avait, je ne sais pas, 12 ans peut-être, je ne me souviens plus. Elle avait gagné le concours d'ailleurs, comme elle, souvent. Ok. Et sur des pièces... Et puis alors, moi je ne la connaissais pas, je lui dis qui veut jouer maintenant ? Et puis... Et puis tout d'un coup, il y a une petite gamine, donc, Lucienne, qui me dit « Ah, moi, je vais jouer. » Bon, viens jouer. Qu'est-ce que tu vas jouer ? Elle me dit « Tomasi. » Ok, donc tu répertoires quand même. Et je fais « Ah bon ? D'accord. » Et puis, quand elle a commencé, je suis resté assis, et puis je n'ai pas pris la trompette derrière, tu vois. Ok. Et là, le contraste était phénoménal, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, il n'est plus autant, naturellement, tu vois. Et puis, pour David, c'était un peu la même question. Mais chez elle, c'était encore plus, parce que David, dès qu'il est sorti de l'enfance, il était adolescent, il était déjà
Ok. baraqué, et ben non, c'est une armoire à glace, hein, Ouais. tu vois. Et donc, il n'y avait pas ce contraste, si tu veux, là, parce qu'en fait, il faisait presque adulte déjà, tu vois. Ouais. Ok. Donc, c'était bluffant quand même aussi. Hein. Mais c'était pas du tout le même profil, en fait. Ok. C'est pas du tout la même chose. Mais le résultat, tu vois, Ça, Lucienne ouais. fait sa carrière alors qu'elle fait. David maintenant, qui est depuis peu soliste à la Filière de Ouais, Berlin. ça c'est incroyable, hein. Il est passé par Paris, j'ai vu avant. Ouais, et puis il a fait, après il a fait le corps et tout. Lui Ah encore, ouais. c'est encore, Oui, c'est un autre phénomène, Ouais. tu vois, c'est encore autre chose, tu vois. Ouais, Mais ça ouais, fait ouais. que voilà, il y a des jeunes prodiges, il y en a tous les jours. Aujourd'hui, il y en a tout le temps, qui sont de plus en plus jeunes maintenant. Pourquoi ? Parce que les choses évoluent, parce que la technique évolue. Il y a beaucoup plus aujourd'hui que de mon époque de professeurs, comment dire, confirmés, si j'ose dire, et qui savent. Moi, à l'époque, les gens qui savaient bien parler d'enseignement, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de. Parce que ça évolue, ouais. Il y a beaucoup d'erreurs de fait. Hein. C'était à l'oral, quoi. On disait fais ci, fais ça, et voilà. Oui, et puis avant, c'était. On analysait sur le côté pratique, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de réflexion pédagogique véritablement. Celui qui arrivait à jouer un peu de trompette, bah, il enseignait direct, alors avec intelligence ou pas, et puis, etc. Et puis après, des choses. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec l'avènement on va dire, basiquement d'Internet, hein, je veux dire, tu vois, ça a changé la donne complètement. Ça a changé la donne, et là, je veux dire, tout d'un coup, il y a eu comme une effervescence. Et ça a relié les gens. Parce qu'auparavant, tu avais des gens qui étaient nettement défavorisés par rapport à l'éducation. C'était des gens qui étaient dans des pays en voie de développement ou des pays qui n'étaient pas tellement dotés en la matière culturelle, etc. Et donc pour eux, forcément, c'était extrêmement compliqué de pouvoir évoluer. Mais depuis qu'il y a Internet, ils ont pu évoluer par le biais d'Internet. Et ce qui est permis d'avoir accès à d'autres cultures, à d'autres langages, à d'autres pédagogies, à d'autres échanges, etc., etc. Et ça a permis aussi, moi je le vois avec le recul, de déculpabiliser beaucoup les gens qui pensaient qu'ils étaient nuls, en fait, si tu veux. Tu vois. Ouais. Moi, je me souviens, avant Internet, tout ça, j'allais en Amérique. Pour prendre un exemple, hein, il y a l'Asie, mais il y a aussi l'Amérique du Sud. J'étais en Amérique du Sud très jeune, très tôt. Et c'est vrai que le niveau était quand même un peu difficile, si tu veux. Mais les gens n'étaient pas moins doués ou plus que d'autres. Ils étaient tout à fait capables, ils n'étaient pas plus bêtes ou plus intelligents. C'était des gens comme tout le monde, en fait, tout simplement, mais qui n'avaient pas cet recul, cet accès à la culture. Et donc, avec tout ce qui a permis à Internet de faire, je les ai vus évoluer, et ça a surtout permis de déculpabiliser ces gens-là en disant, mais finalement, on n'est pas nuls. Ouais. Ah alors, si on n'est pas nul, on va jouer. Et puis là, crois-moi que c'est des gens maintenant qui ont faim, tu vois. Ouais. Et nous, tu vois, le vieux continent, tu vois, on joue, on est un peu sur du passé quand même, sur de l'acquis, tu vois. Ouais. Et je vois bien les continents maintenant, l'Amérique du Sud, ça pousse. Maintenant, on découvre tous les jours, je découvre des talents, quoi, je veux dire. En Asie, que ce soit en Corée, au Japon, en Chine. En Chine, dernièrement, Ok. il y a aussi des prodiges prodiges et des gens qui jouent incroyablement. Sauf qu'avant, quand il n'y avait pas de communication ou que c'était des pays qui étaient un peu isolés, on ne le savait pas. Et puis ça n'évoluait pas. Tandis que maintenant, ils n'avaient pas accès à la technologie. voilà. Et maintenant, tout se mondialise, si j'ose dire. Donc on parle de la mondialisation, mais c'est effectif. Aujourd'hui, voilà. Ouais. Il y en a un que aujourd'hui qui n'est pas encore vu comme un prodige, que tu penses qu'il l'est et qui va se faire connaître. Comme ça, on vérifiera dans 2 ans. Et on dira c'était le bon ou c'était pas le bon. Tu sais, c'est difficile à dire comme ça parce que c'est même presque dangereux un peu, tu vois, parce que je pense à 2-3, mais je préfère pas le dire finalement. Okay. Parce que je ne veux pas porter la poisse, tu vois. Tant pis pour eux. Ouais. Non, mais en fait,
je veux dire, attends, le talent n'attend pas le nombre des années. Et si Ouais, bien sûr. tu vas voir qu'il se dégage toujours des personnes, généralement, tu les remarques parce que c'est des personnes qui veulent concourir, parce qu'elles veulent se montrer, si tu veux. Ouais, ils Donc en veulent forcément, tu vas les voir. Et bien sûr. déjà, tu vois 2-3 qui pointent le bout de leur nez, tu vois. bien. Ok. Et ça, oui, bien sûr. Mais quelquefois, tu sais, c'est assez étrange. Quelquefois, tu as des gens que tu penses, oh putain, non, ça va, il va à la carrière et tout. Et puis, ça fait un flop et tu sais pas pourquoi. Ouais. Et puis, à contrario, quelqu'un qui est resté suffisamment 10 ans et tout d'un coup va prendre. Ouais, bien sûr. Et ça, on sait jamais trop pourquoi. On ne sait jamais pourquoi. Parce qu'il Ouais. y a deux catégories de personnes. Bon, c'est évidemment, d'une certaine façon. Tu as les gens doués et les gens pas doués. Alors, c'est facile à dire, c'est la palisse, mais. Ouais. Et en fait, ceux qui arrivent, c'est pas toujours les plus doués. C'est aussi les doués. Et bien sûr, comme Lucienne est quelqu'un de doué, David aussi, qui ont des dispositions naturelles pour jouer, qui est plus que le commun, on va dire, des mortels. Mais moi, j'ai remarqué, si on fait véritablement un ranking, tu vois, des gens qui sont dans les plus gros postes aujourd'hui, pour simplifier dans les orchestres, Ouais. c'est pas les plus doués qui sont arrivés, mais c'est les plus pugnaces, les plus travailleurs, les plus déterminés. Alors là aussi, je pourrais citer des noms, mais je sais pas. Ok, Et bah, ok. en parlant de ranking, Exactement. On t'a prévu Valentin, un petit jeu pour toi. Un petit happening. Alors, hop. J'ai fait une liste. En fait, Et ouais. est-ce que tu as mis le temps que je reste Bah, Valentin a fait une petite liste de différents artistes. Il va te demander de les classer. On te demande la pire chose. Faire des ennemis. Un Non, classement, pas de ouais. les classer forcément. Alors, je sais plus, tes catégories, c'est lesquelles, Valentin? Oh, Juste et les pour petits avoir peu- les affiches. ça a été préparé dans le train, tu vois. On a eu bien le temps. On a eu 3 bonnes heures là. Incroyable à éviter. Bon, très bon. Voilà, donc je vais te parler, je vais te citer un nom et tu vas me dire dans quelle catégorie tu le mets. Que je les mets. Et tu te Voilà. rends compte quand tu dis à éviter, je veux dire. Voilà, alors je commence avec Alison Balsam. Alison Balsam, très bon. Très bon, très bien. Alors je Aken- peux justifier Oh, bah, bien pourquoi. sûr, oui, bien évidemment. Alors je dis très bon, je dis pas incroyable, D'accord. parce que justement, Alison, moi, quand je vais dire incroyable, c'est quelqu'un qui a tout eu, qui a tout déjà d'emblée, si tu veux. Ok. C'est incroyable. Alison, je veux dire, elle a commencé très modestement, d'une certaine façon, Ouais. si tu veux. Et elle a su prendre le train quand il fallait, hein, si j'ose dire. Et en fait, c'est une personne qui aujourd'hui s'épanouit vraiment pleinement et qui joue de mieux en mieux la trompette par rapport à il y a 20 ans. Par exemple, moi, je l'ai connue il y a longtemps. Et donc, c'est pour ça que je dis, alors je pourrais dire presque incroyable, mais très bon. Ouais. D'accord. Moi, c'est elle qui m'a, une fois que j'avais mal choisi mon instrument, qui m'a donné envie finalement de continuer la trompette aussi. C'est son Haydn. En l'écoutant, je me suis dit, ok, bah, c'est ça que je veux Et faire. pourtant, elle jouait un peu dur, tu vois, elle jouait un peu. Ouais, peut-être un là peu j'ai en tête agressive un et tout. enregistrement de très mauvaise qualité, mais ça m'avait parlé à l'époque. Exactement. Et comme le bon vin, elle se bonifie avec l'âge, Ok. tu vois. Et Bah, aujourd'hui, ouais, je suis moins, mais. Ok, enfin, c'est ce que je pense, hein, en tout cas, voilà. très bien. J'ai Hakan Hardenberger. Si c'est bien Okan, Il y a- Okan. il y a un peu trop de réflexion. Alors voilà, avec Rémi, je disais c'est Hakan ou Okan. Je sais Okan, pas trop. on dit Donc, Okan. Ah, Okan, Okan, toi, ah, on il y a est que pas ça s'écrit d'accord. Akan, Il y a moi mais qui le dis on mal. prononce Okan. Ah, c'est ça. Alors, Okan, bon, bah, je dirais très bon. Très bon, mais pas pour les mêmes raisons du tout Oui, chacun est différent. Pour lesquels? C'est- que Allison. Parce que après, évidemment, tu peux pas. Oui, c'est pas évident. Alors, tu peux dire très bon, regarde la carrière quand même, si tu veux, qu'il a Ouais. fait. Bien que je ne suis pas un fan inconsidéré de Okan, on va dire artistiquement parlant. Ok, Trompettistiquement, c'est quelqu'un qui est très bon, oui, bien sûr. d'accord. Plus sur l'instrument. Très bien. Alors j'ai Clément Saunier. Très bon. Très bon. Pareil, tiens, Clément, c'est quelqu'un qui a été très travailleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas doué, parce que comme il a commencé assez jeune, il était déjà, je ne sais pas si on peut dire prodige, il n'était pas tout à fait Entre les deux. entre les deux un petit peu, donc précoce quand même, si tu veux.
Et donc, je me souviens, puisqu'il était venu me voir avec ses parents à Rueil, il voulait venir. Et puis, je me suis fait souffler le truc par Thibaut, qui a dit mais non, mais Obi, il n'y connaît rien, il faut aller voir Gilet ou je ne sais pas qui. Ah bon. Ouais, ouais. Ok. Bon, bref, je laisserai là ce sujet. Moi, j'étais avec Pierre Gillet juste avant. Je suis arrivé avec toi. Ah oui, ça ne veut pas dire que Pierre Gillet, c'est pas bien, je veux dire. Ah non. Et tu vois, Sauf que, c'est bah, Pierre, voilà. Pierre Gillet qui t'en a renvoyé un autre. Parce que moi, à l'époque, je me souviens d'une réunion folle avec Pierre Gillet, qui est quelqu'un que j'apprécie pour autant. Mais qui, un jour, on a fait une réunion en fin d'année. Puis il m'a dit bon, écoute, Rémi, j'ai rien à t'apporter. T'as rien à m'apporter. T'as je rien pense, à je m'apporter pense non qu'il plus. il faut qu'on arrête de Écoute, se voir. dégage. Et à ce C'est moment-là, bien dit. je me souviens que du coup, j'avais pas de prof. On devait être, je sais pas, au mois de juillet, un truc comme ça. Et mi-août, j'avais pas de professeur pour la rentrée. Et c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message. Et c'est à ce Dis moment-là. donc, je ne sais pas quoi faire au mois de Ah, septembre. c'est ça. Et, Bah, écoute, viens faire un tour. et c'est vrai que tu m'as tendu la main. Non, voilà. Bah, vas-y, Valentin, je te laisse peut-être continuer Alors ta j'ai liste. Ole Edvard Antonsen. Je dirais très bon aussi. Ouais, que des gens très bons. Oulé, Edward. On dit Oulé, ok. Oulé. J'aurais dû vérifier avant. Oulé, Edward. Alors lui, c'est encore un profil complètement différent aussi, Bien tu sûr. vois. C'est aussi un autre pays. Bah, c'est-à-dire que lui a été médiatisé très tôt parce qu'en fait, il a fait la musique pop, si tu veux, avec son frère. Et aujourd'hui, en Norvège, je veux dire, c'est quelqu'un que tout le monde, des 4 millions de personnes norvégiennes connaissent, tu vois. Ok. Ah, je savais pas qu'il a fait de la pop du Star, tout. Il a fait de la pop, Je l'ai ouais. cliqué après, moi. Il a fait des arrangements, du jazz, de la pop et tout. Il était très connu comme ça. Et puis alors, quand il a eu le prix à Genève en 87, je crois, alors là, ça a été... Ouais, C'était ok. la personnalité de l'année en Norvège et tout. Donc lui, très connu, il fait beaucoup de business, etc. Et Ok. donc lui, on l'entend un peu moins peut-être parler, je veux dire, dans le monde, parce qu'en fait, lui, il est tellement à faire déjà Oui, là-bas qu'il déjà c'est bouquet. est déjà assez bouqué. Mais ceci dit, bon, il navigue aussi, hein, je veux dire, tu vois, peut-être un peu moins que d'autres, je veux dire. Mais en tout cas, quelqu'un, pareil, qui a... Et pourtant, qui a eu des problèmes aussi, tu vois, qui a eu une cassure qui, pendant je ne sais plus combien de temps, il ne pouvait plus jouer, tu vois. Moi j'ai découvert sur YouTube. Il a remis son embouchure, etc. Brandebourgeois, c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est vrai que ça jouait à la piccolo. Je fais ah ouais. Oui, très, très costaud, très fort. Alors j'ai, comme on avait dit tout à l'heure, Lucienne, Bruno Davary, Là, je dirais incroyable. incroyable. Ok, lié au don, Ok. quoi. Oui, parce que en fait, alors je sais qu'elle est beaucoup critiquée par les professionnels tels que nous, en fait, tu vois. Les anciens. En gros. En gros, voilà, les vieux grincheux. T'étais dans la le loup, vieille normalement. classe. Elle est beaucoup critiquée à cause de ça. Pourquoi ? Parce que effectivement, elle a choisi une voie plus étincelante, on va dire, c'est-à-dire une voie plus facile, qui n'est pas forcément facile, qui peut paraître plus facile comme ça, c'est-à-dire que d'essayer de vulgariser la trompette beaucoup plus que si on reste dans le domaine du répertoire de la trompette classique ou moderne, etc. Tu vois. Donc, alors c'est pour ça que je crois que... Et puis, en fait, la deuxième chose aussi, si on peut parler de Lucienne, je veux dire, c'est un peu la frustration qu'elle a engendrée. Ouais, je pense carrément. C'est-à-dire que moi, je veux dire, quand je l'ai écoutée, elle est venue ici, même, tu vois, on a travaillé un petit peu. Avec le potentiel et tout ce qu'elle avait, elle pouvait aller gagner tous les concours. Potentiellement, en tout cas, on ne peut pas le dire comme ça. Et donc, on se disait, mais elle va tout casser, elle va faire ça, ça. Et puis finalement, elle est partie sur d'autres cieux. C'est vrai. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas digéré, peut-être, je ne sais pas, ou pas compris. Moi, je le comprends parce que le train, il passe rarement deux fois. Ok, ouais. Et là, elle a eu un train qui est passé avec sûrement une production, la Warner, enfin, etc. Elle l'a pris, même si elle a dû faire probablement des concessions, évidemment, sur des choses. Mais le train, il passe pas deux fois, tu vois. Alors, si elle l'avait pas pris là, est-ce que derrière, c'est quand il y a ton heure. Quand c'est ton heure, il faut savoir le prendre, D'accord. tu vois. Et si tu le prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Tu vois. Ouais, carrément. Puis j'ai l'impression qu'elle a quand même, aujourd'hui, elle continue à faire de la musique, même. Voilà, elle continue. plus Alors, classique. le danger, c'était ça, effectivement, c'est que si un jour ou l'autre, elle peut plus jouer de trompette, ça va être compliqué forcément, parce que là,
elle n'aura pas d'expérience autre que ce qu'elle fait là, et ça sera très difficile de se recycler dans le domaine, en tout cas de la trompette, tu vois. Alors peut-être dans d'autres domaines, mais... Ok. Donc, mais c'est quand même passionnant, je veux dire, la vie que tu peux avoir Oui, comme puis ça, bah, si tu veux. c'est bien. Donc moi, voilà, Incroyable. bravo Lucienne, continue. Essaye surtout de donner toujours de renouveler un peu les choses, et puis voilà, et tant mieux. Je crois qu'elle sort bientôt un nouveau album, je crois, non? Oui, C'est ça. truc, jardin Je sais d'hiver. pas encore là, les oui. dates. Mais voilà. Enfin voilà. Très bien. Alors on passe sur un autre Français, Romain Leleu. Ah, Romain, c'était un de mes petits élèves Oui. à l'époque. Du coup, dans quelle catégorie tu... Oh bah très bon, Très bon aussi. ouais. Mais encore avec un profil très très différent, tu vois. c'est drôle. Et ce truc-là là, de placement où lui il joue plus bas, moi j'ai toujours ce sentiment-là que en fait, l'idéal c'est corporellement d'être bien avec la tête soit en face. Et la trompette, on la place par rapport. Tout ça, ça veut rien dire. Ouais, finalement, ça change absolument rien. Bah, tu regardes Kalachnikov, Nakariakov. Ah, Nakariakov, Nakariakov. c'est pas loin. Il va tellement vite, tu vois. Voilà. Non, bah, pareil, il joue. Oui, j'ai un Tu peu vois vraiment bas. qu'il joue de la clarinette, tu vois, ou de la C'est flûte. vrai, Nakariakov, ouais. Ouais, ouais. Il joue comme ça, un petit peu de travers, et comme Romain, tu vois. Et combien j'ai vu d'élèves, moi, en leur Mais demandant parce de qu'en fait, relever, oui, mais ils ça, bloquent, je quoi. pense que c'est une erreur. Parce ah, que, bien sûr. parce que les mâchoires et les dents, elles sont pas toutes les mêmes, je veux dire, tu vois. Hmm. Et toi, dans une position, bah, ça va être aligné d'une certaine façon, et puis dans l'autre, ça ne va plus du tout l'être. Donc, attention avec des certitudes comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une Attends. position, pas une position, mais on va dire une corpologie, enfin un placement ou on va dire comment on appelle ça, la façon dont on est. C'est une physiologie, non une. Oui, la physiologie, oui. Merci pour votre aide. C'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, il y a Par des rapport- façons, si on a des plus grandes lèvres, des moins grandes lèvres, Oui, tout ça. c'est la physiologie. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'idéal pour jouer de la trompette où on retrouve ça chez quand même beaucoup de gens Alors, qui sont alors très je vais te talentueux. dire, d'idéal, non. Ok. L'idéal, c'est d'avoir un cerveau. Ça, pour moi, c'est le first. Ok. Tu vois. Pourquoi ? Parce que de toute façon, tu regardes parmi tous les trompettistes qu'on a cités là, Hmm. femmes, homme ou femme, je veux dire, il n'y en a pas un qui a la même morphologie, il n'y en a pas un qui est pareil, et il n'y en a pas un sur Terre qui ressemble à l'autre. Ouais. Ça veut dire que voilà, tout est ouvert. Et il y a eu quelques années, c'est David Hickman qui avait fait ça dans son bouquin, il avait fait des radiographies de gens qui jouaient ça, qui avait fait moi il m'avait pris en photo mes lèvres, mes dents, machin. Il avait fait une étude là-dessus. Ah, ok, super. Et je ne sais plus si c'est lui qui avait fait les radiographies. Il y a plusieurs trompettistes qui avaient fait des radiographies de quand ils jouaient, si tu veux, de savoir, tiens, lui il joue bien la trompette, comment il fait ? L'autre il joue bien, comment il fait ? Enfin, ça se passe. Ok. Ben, il n'y en a pas un qui faisait pareil. Ouais, donc il n'y a rien trouvé. Ah, oui. Ok, bon, c'est intéressant. Et donc, pas un. Alors après, c'est vrai que s'il y a peut-être un petit avantage, et encore, va savoir, dans la majorité des cas, si tu as des lèvres un peu fines comme toi ou moi, si tu veux, généralement, le placement est quand même plus facile à obtenir que si tu as des boudins, tu vois, je veux dire. Tu vois. Ok. Ceci dit, tu vois des gens qui, avec des grosses lèvres qui arrivent à jouer aussi bien, voire mieux que ceux qui ont des petites, tu vois. Bien sûr. Donc, tu regardes, pour pas les citer, Winton ou Pacho, tu vois. Ok. J'ai des lèvres épaisses, et pourtant, ça n'empêche pas de jouer, tu vois. Donc, tout ça, à mon avis, on va rencontrer de tout. Ok. Donc, je pense pas qu'on puisse déterminer. Je pense que, et c'est pour ça que la seule différence qu'il peut y avoir, enfin, qui peut t'amener, c'est quand même ta tête, et de savoir comment tu vas te servir de ce que tu as. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. Toi, tu es doté de ceci, de cela. De toute façon, tu n'as pas de choix. Ouais, C'est-à-dire, bien tu sûr. prends ou Fais tu avec. prends pas. Tu fais avec. Pour le cerveau aussi. Tu vas essayer d'optimiser. Voilà, tu vas essayer d'optimiser avec tes skills, avec tes, Ouais, bien sûr, tes talents, enfin tes compétences. Tes compétences. Ouais. Je veux dire, toi, parce qu'il y a des gens, c'est pour ça que l'égalité, ça n'existe pas. Je veux dire, on est tous différents. Il faut savoir simplement tirer parti de nos différences. Quelqu'un qui est petit et quelqu'un qui est grand, c'est sûr que sur certains sports, il y en a qui vont être plus handicapés que d'autres. Mais
d'un autre côté, qui peut être plus avantagé aussi. Tu vois. Alors c'est sûr que si, par exemple, un homme de petite taille veut faire basketteur, c'est sûr que c'est pas impossible, hein, c'est possible. Ça va être probablement plus compliqué que celui qui fait 2,20 m, tu vois. Ouais, bien sûr. Quoique c'est trop grand, c'est compliqué aussi. Mais 2 mètres, on va dire, tu vois. Évidemment. À contrario, si celui qui fait 2,20 m, il veut être jockey, tu vois, ça va être compliqué, tu vois. Ah ouais, carrément. Par contre, l'homme de petite taille, s'il veut être jockey, là, ça va être beaucoup plus facile pour lui, tu vois. Voilà, donc il faut tirer parti de de nos différences et puis savoir les optimiser. Alors, il y en a qui sont doués pour ceci, d'autres qui sont... Bah toi, utilise. Ouais. Alors, il y a les compétences acquises, mais il y a aussi les morphologies. Il y a des gens qui sont costauds, moins costauds, ceci, cela. Et quelquefois, ce n'est pas toujours ceux qui paraissent les plus costauds qui sont les plus costauds. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait, quelquefois, d'avoir... Moi, j'ai connu ça dans ma carrière très souvent. Le fait d'avoir des faiblesses, si tu veux, sur un côté, t'oblige à développer des compétences hors du commun pour compenser ces faiblesses. Et quelquefois, ça paraît incroyable, mais et tout ça, tu vois, ça peut être tellement contrasté qu'on ne peut pas en tirer une généralité. Mais tu regardes, avant on disait, tu sais, de mon temps, enfin, c'était pas de mon temps, du temps de Maurice André. Comme Maurice André, il était... Ouais, c'est fort. On va dire... Beau, il était beau ? Non, pas beau. Pas spécialement, je sais pas. Enfin, bien portant. Ouais. Tu vois, tu as des gens bien portants. Il fallait être bien portant pour bien jouer de la trompette. Oui, bien sûr. Tu vois. Et puis, tu t'es aperçu que, chemin faisant, tu avais des gens qui étaient comme toi, je veux dire, et puis qui jouaient aussi très bien de la trompette, tu vois. Alors dire, alors. Après, tu regardes, pour citer Lucienne, si tu veux... Avec, tu vois, ça, avec sa, elle n'est pas grande, hein, tu vois, avec sa taille, tu vois, machin, elle arrive à avoir ouais, bien sûr. du son. Alors, mais il y a une époque, moi on me disait, prends une demi C parce que Maurice André joue un demi C. Je sais même pas si c'est vrai. Oui, il y a eu beaucoup de ça. Et en France, en France, la norme c'était un demi C. On démarre beaucoup plus un demi C. Alors que dans beaucoup d'endroits, c'est plutôt 7C ou 3C, par exemple. Tu vois. Ouais, carrément. Comme les États-Unis, non, c'est pas 7C, je crois, les Américains. Ils jouent un peu plus 7, en tout cas dans les boîtes. Je sais pas. 7. Après, tu as eu la mode grosse embouchure qui était apportée par Pierre Thibault. Ah ouais. Et là, il fallait jouer des boulons, tu vois, des trucs. Ok. Embouchure de trombone. En fait, avec tout ça, avec le recul, je crois que très, très souvent, on joue trop grand. Ok, intéressant. Donc toi, pour choisir une embouchure, tu prendrais le plus petit sur lequel tu arrives à jouer, quoi. Pas non plus. Maintenant, c'est trop faussé parce que moi, j'ai joué toute ma vie à un demi-C, tu vois. Tu joues encore un demi-C ? Et aujourd'hui, pas tout à fait. C'est un demi-C un peu transformé, mais la base, c'est quand même ça. Ok. Donc, tu sais, j'ai vu des gens jouer 7C avec un son plus gros que celui qui jouait un quart C, tu vois. Donc, tout ça, il y a tellement de facteurs. Tu disais que David Guerrier jouait sur du 7C. Je crois que David, il joue 7C, ouais, ce qu'il nous avait dit à l'époque, Que effectivement. chauffer, c'est tricher. Et que chauffer, c'est tricher. Je ne sais pas avec quoi il joue aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a joué plutôt plus petit, mais avec du son toujours. Ouais. Donc, tout ça, c'est pas parce que tu prends une grosse embouchure que tu auras un plus gros son. Oui, bien sûr. Enfin, si, peut-être gros, mais pas forcément focus, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire, tu peux jouer ça. Si tu imagines ton son qui est un espace, un cercle de ce volume-là, tu peux jouer très bien en jouant dans ce volume-là, mais pas du tout concentré. Alors que tu peux très bien jouer dans ce volume-là, mais en concentrant toutes les vibrations. Et là, c'est beaucoup plus efficace, évidemment. Donc, ouais, voilà. carrément. Voilà. Tu peux avancer. Juste peut-être pour Pierre Gillet, tu parlais de cerveau tout à l'heure. Moi, Pierre Gillet, il racontait un truc. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais il racontait pour jouer de la trompette, il faut soit être vraiment intelligent, soit être vraiment idiot. Et dans l'idée du vraiment idiot, moi, j'y trouve quelque chose de quand j'ai un peu un sentiment qu'on joue et on réfléchit après, et que quand on joue en réfléchissant, en fait, on crée plein de crispations, plein de choses comme ça. Alors, la règle, si j'ose dire, si tant est, il y a une règle dans ce... Il y en aura une maintenant. C'est que il est impossible de jouer correctement d'un instrument en pensant. Ok. Un instrumentiste, ou même pas qu'un instrumentiste,
quelqu'un qui va faire quelque chose, s'il doit réfléchir à ce qu'il doit faire, c'est fini. Ça ne marchera pas ou c'est trop tard. Et le fait de réfléchir à ton geste va stopper la machine, je veux dire, tu vois. C'est-à-dire que ta machine, quand tu dis « Ah, oui, mais alors attends, je réfléchis, comment je vais faire ?» La machine, elle n'est plus en route, si tu veux, elle est en stand-by. Tu vois, alors si commence, toi, dans ton morceau de trompette, à te demander, à dire « Oh, là, je vais faire comment ?» Bah, la machine, elle se met au ralenti et elle marche plus. Et donc, elle est beaucoup moins efficace, elle fait des fautes, etc., etc. Donc, un trompettiste qui pense est un trompettiste mort. D'accord, c'est un mauvais trompettiste. Voilà la règle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser d'être... voilà. Bien sûr qu'il faut penser, mais pas pendant que tu joues. Ouais. C'est-à-dire que tu vas penser avant, tu vas penser après, mais pas pendant que tu joues. Pendant que tu joues, tu appliques tes pensées. C'est-à-dire tes pensées, tes réflexions, tu dis, voilà, comme j'expliquais à Rosie tout à l'heure, tu vois, elle est là-bas, Rosie. Tu vois, je dis, voilà, on va conditionner. Tu vois, voilà, je vais faire comme ça, je vais répéter le geste, comme tu fais un geste, pourquoi on répète? Moi, je ne sais pas, je le fais pas, mais... Pourquoi mais pourquoi on répète les gestes? Pour se l'approprier. C'est pour ne plus avoir à les penser. Ouais, Bien sûr. Mais évidemment, pour les répéter, il faut les penser. Donc, on les pense d'abord, on les conditionne, etc. Et que lorsqu'on va reproduire au sein d'une action donnée, eh bien, on n'aura pas à les penser. Et si toi, tu veux les penser, alors le geste va être raté, forcément, si tu veux, tu vois. D'accord. C'est exactement le cours d'aujourd'hui. Ah. Et donc, il faut que ça devienne des automatismes. Et on joue par automatisme. On ne peut pas jouer autrement. Mais de toute façon, si on réfléchit, je veux dire, pour tout ce que l'on fait dans la vie, on joue en automatisme. Toi, tu vas te lever, tu vas marcher jusqu'à la caméra, tu vas te demander comment tu vas lever la jambe pour aller marcher, comment tu vas tenir l'équilibre là. Non, tu ne peux pas. Tu ne vas même pas y penser, je veux dire, tu vois. Et heureusement, parce que si tu commences à y penser, tu vas te casser la figure. Il y a des possibilités. Et voilà. Donc c'est pour ça que Gillet disait... oui, il faut être ou très intelligent ou complètement très idiot, intelligent, il faut peut-être être les deux, en fait. Bah, suivant les moments. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça. Voilà, exactement. Donc c'était pas idiot. Non, c'était pas idiot. J'ai rien contre lui. Non, non, c'est pas ça. Non, mais ça peut paraître un peu simple d'y dire, ah bah il faut... Non, bien sûr. Oui. J'explique la démarche, pourquoi, effectivement. Complètement. Ok. Est-ce que c'est fini? Il m'en reste quelques... Ah, il t'en reste quelques-uns. Quelques trompettistes. David Guerrier, du coup. Je dirais incroyable. Incroyable. Oui, parce que là, quand je dis incroyable, ça veut dire que c'est hors norme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres exemples. Okay. Alors que dans les très bons, il y a... d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples. Là, il n'y a quand même pas beaucoup d'exemples. Mais en fait, pourtant, incroyable, mais sur un incroyable différent que Lucienne, par exemple. Ce n'est pas du tout le même incroyable. C'est incroyable, autre chose. Mais avec une surprise égale. Okay. Mais pas sur le même registre, on va dire. Okay. David, c'est la seule personne que j'ai entendue en masterclass mettre vraiment zéro pain quand il joue les traits des élèves, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une vraie maîtrise de hauteur, tout ça. Mais lui, pour le coup, c'est un garçon qui est extrêmement intelligent, si tu veux, tu vois. Et donc pour lui, ça passe. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'il n'y a que lui qui peut l'expliquer. Et je ne sais même pas s'il peut l'expliquer, mais lui, c'est jamais le fruit du hasard. Ok. Tu vois ? Il calcule tout. Il calcule tout, il contrôle tout, et il met les cases où il faut, schlac, et c'est là. Okay. Donc c'est très cérébral. C'est pas du tout la trompette elle-même. Je sais contrôler les choses comme ça, je sais comment c'est, et boum, je reproduis le truc. Ok. Boum, voilà, c'est tout. C'est comme s'il avait posé des équations, des machins, il avait résolu ces équations, il dit bon, c'est bon, ping, et ça sort. Okay. C'est un peu ça, si tu veux. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est un peu hors norme, parce que personne arrive à ce degré de maîtrise de cette façon-là, si tu veux. Tu vois. Okay. En tout cas, comme moi je l'ai vu évoluer comme ça, tu vois. Pourtant, il fut une époque où il mettait beaucoup de pain. Ok, incroyable. Et oui, incroyable. Mais justement, mais comme il est très intelligent, il a compris comment il fallait, etc. Et je me souviens, il se souviendra peut-être aussi un jour du concours Maurice André 2000, 3 ans avant qu'il ait le prix, en fait, je crois. 90, ça devait être
Il a eu le prix en 2000, Je sais pas. je crois, oui. Moi, je voulais pas jouer de trompette à la base. C'était en 2000, je crois. J'avais un an. Et en 97, il est venu me voir alors et je lui ai dit mais putain qu'est-ce que tu fais, tu vois, ça va pas du tout, il faut pas que il en pleurait, tu vois, et tout, et crois-moi que il a compris le truc, toi, tu n'as pas besoin de lui dire deux fois, hein. Ouais, ça revient direct. Moi comme je l'ai Ouais. c'est pour te dire incroyable. Tiens, un autre exemple. Il est venu faire des masterclass avec moi à Périgueux à l'époque. Et puis, je lui dis à David, à toi, bref. Il me joue son truc. Je ne sais plus quoi ce que c'était à l'époque, Tomasi ou Bakri ou je ne sais pas quoi. Enfin, des concertos modernes, parce que tu sais, lui catégorise beaucoup. Il dit, toi, tu sais faire, etc. Alors moi, c'était ça. Bam, je dis, bon, ok. Alors je prends la trompette, je lui joue. Et le mec, il m'a reproduit quasiment l'identique. Ah oui. Mais juste après. Ok, incroyable. Ouais, il mémorise Tu bien. lui expliques, tu dis ça. Après, tu lui montres. D'accord. Il fait exactement ce que tu lui as dit. Et comme toi. Bon. C'est ce qui explique. C'est pour ça que c'est incroyable. Ce qui explique qu'il est capable. Forcément, le progrès, je vais te dire. Ça peut aller très loin. Et c'est pour ça qu'il a pu faire le corps, du trombone, du violon et compagnie, tu vois. Parce que, tout simplement, que ce que toi, tu vas, sauf au respect, hein, tu vas pouvoir intégrer ou mémoriser en, mettons, 6 mois, lui, il va le faire en 6 heures. Ouais. Ok. Voilà. Et puis il a une mémoire incroyable. Enfin, moi, je l'avais vu en masterclass. Non, mais voilà, si tu veux. Une Donc, année. ça, c'est ça qui est incroyable, je veux dire, tu vois. Ah ouais. Je voilà. l'avais croisé du coup en masterclass, je sais plus quelle année, et je suis revenu 2 ans après. Il se souvenait absolument tout ce qu'il m'avait dit. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, Qui n'est pas donné à tout le surprend. monde, etc. Et donc, ce qui lui permet de faire ce qu'il fait, quoi, je veux dire. Tu vois, mais non, tu n'as pas 2 exemples au monde qui fait la même chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, que c'est pas ça. C'est que c'est, voilà, quelque chose d'incroyable, hors norme, comme la Lucienne, c'est hors norme. Comme il y a d'autres personnes aussi hors norme qu'on ne connaît pas forcément, si tu veux, tu vois. Ah oui, bien sûr. Alors, nous, chez nous, c'est parce que c'est chez nous, je veux dire, tu vois, mais... D'accord. Donc, voilà... J'ai un autre prodige qui s'appelle Maurice André. C'est lui, on peut dire... à éviter. À éviter. À éviter. Éviter On parce l'a trop qu'il entendu. il fout la pagaille. Maurice André, c'est, on va dire, on peut dire incroyable aussi. Ouais. On peut dire incroyable aussi. Pourquoi tu hésites sur le fait que peut-être on peut pas le dire? Parce qu'en fait, on n'a pas connu l'héritage de Maurice André. On n'a pas connu de ce Il y avait avant. de ce qu'il y avait avant. On l'a connu quand on l'a entendu comme ça. Donc, mais quand on l'a entendu, quand on l'a entendu dans ses meilleures années, c'est-à-dire les années 70, 80, je veux dire, c'était quand même assez incroyable, oui, effectivement, d'avoir autant d'aisance. C'est pareil, lui, il n'en mettait pas souvent à côté, tu vois. Ouais. Etc. Avec surtout cette caractéristique sonore, si tu veux, de son qui est reconnaissable. Maintenant, si tu ouvres la radio, on passe à un truc de Maurice, tu vas reconnaître que c'est Maurice André, tu vois. Dans et le ça, son aussi, c'est parce que c'est unique, tu vois. Donc, ça marque. Cette unicité, on peut dire que c'est assez incroyable quand même. Oui. Ouais, parce que c'est lui qui a. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même lui qui a démocratisé énormément la trompette à un moment. Effectivement, et j'ai pas l'impression qu'on en entende beaucoup d'autres qui l'ont fait autant que lui à ce moment-là. Non, parce que ça, après, c'est les circonstances. À l'époque, quand il a commencé, il n'y avait pas les trompettistes entre guillemets solistes qui jouaient les concertis. Il n'y en avait quasiment pas, je veux dire, tu vois. Ouais. Le premier qui a véritablement commencé une petite carrière de soliste, entre guillemets, enfin petite, c'est pas péjoratif, c'est Adolf Scherbaum, tu vois. Et en Allemagne, etc. Et puis qu'on commençait à jouer les concerts. Et puis après, qu'est-ce qui a fait jouer aussi, qu'est-ce qui a développé la carrière, on va dire, de soliste, c'est Maurice, en fait, mais c'est grâce à la trompette piccolo. Ouais, ok. En fait, on peut dire que la carrière de soliste a été déterminée à cette époque-là par la trompette piccolo. Parce que la trompette piccolo, c'est une trompette très brillante, très aiguë, et donc pour les gens, c'est très flatteur. Et donc,
les médias à l'époque et les concerts, c'était toujours de la musique baroque, finalement. Mais la musique baroque sur un instrument moderne, si tu veux, il n'y avait pas encore l'avènement des trompettes naturelles, etc. Et donc, il y avait ce côté toujours très baroque, très pur, et puis sans faute, si j'ose dire. C'était pas la trompette qu'on entendait quelquefois où il y avait des craques et des trucs, des canards, des machins. Et il faut dire aussi que la trompette piccolo, c'est plus, comment dire, il n'était pas fou non plus. Je veux dire, la trompette piccolo, c'est beaucoup plus secure que la grande trompette. Du fait qu'elle est plus petite, les harmoniques sont plus éloignées, si tu veux, et ça fait que tu mets 2 fois moins de pain dans une petite trompette que dans... Ouais. Ça Oui, canarde pas, la petite trompette, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Et il jouait pas beaucoup des trompettes si bémol, ut, tout ça. Il eut joué, mais après, dans une deuxième partie de sa carrière, où là vraiment ça fait carrière, c'est dans tous les répertoires baroques, en fait. Tu vois, c'est pas dans le répertoire moderne qu'il avait pourtant fait aussi auparavant, etc. Mais... Ouais, c'est vrai. Et donc la carrière de soliste s'est vraiment déclenchée par la trompette piccolo et par Maurice, et du fait que c'est lui qui a commencé véritablement à la jouer, si tu veux. Et puis c'est lié aussi à l'avènement du disque. À l'époque, c'était le micro-sillon, tu vois. Oui, je m'en souviens. Dans les années 60 et tout. Et là, c'était le disque, tu vois, a monté terriblement, s'est vendu terriblement à cette époque-là. Et tout passait par le disque. Et le disque, c'était... c'est plus du tout comme c'est aujourd'hui, si tu veux. Aujourd'hui, tu vas faire, on va dire, pour simplifier, aujourd'hui, tu fais un disque et tu as peut-être une chance de faire des concerts. Ouais. À l'époque, tu faisais un disque lorsque tu avais fait plein de concerts. Okay. D'accord, tu vois ? Et bien sûr, il était plus rare, quoi. Là. Et donc là, après, je veux dire, c'était... et ça a décuplé complètement la carrière, le fait du micro-sillon, et aussi le fait de l'avènement d'une boîte qui s'appelait Erato, si tu veux, qui a été rachetée par je ne sais plus qui maintenant, enfin, je ne sais plus, qui s'appelait Erato. Et Erato a fait confiance à quelques solistes de la trempe de Maurice. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Maurice a fait carrière grâce, en partie, pas que, en partie au micro-sillon et à Erato, comme l'a fait Jean-Pierre Rampal, par exemple, à la flûte. C'est véritablement le disque qu'il a fait connaître. D'accord. Et voilà, à l'époque, il y avait ces gens-là c'est Rampal qui a fait connaître la flûte au niveau soliste aussi dans le monde, par le même billet que Maurice Andrieux, en fait. D'accord. Voilà. Cette liste est beaucoup trop longue. Vas-y, continue sur... Ibrahim Malouf. Alors, Ibrahim Malouf, encore autre chose. Encore autre chose, ouais. Et là, on pourrait le mettre dans toutes les trucs. Okay. Mais oui, dans toutes les catégories. Alors, à éviter, peut-être pas, je veux dire. mais parce qu'en fait, donc si il en restait qu'une, on peut dire quand même un peu incroyable, si tu veux. Mais lui, encore autre chose, parce que c'est au regard de son parcours, si tu veux. Au regard de son parcours. Mais c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à répondre pour lui, parce qu'en fait, lui, aujourd'hui, le Ibrahim Malouf, on le connaît, en fait, c'est pas simplement un trompettiste. Tu vois, c'est un trompettiste à la fois classique, parce qu'il est issu du milieu classique, de jazz, parce qu'il a potassé la question beaucoup, de musique crossover, etc., et puis de composition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Ibrahim Malouf que les gens connaissent, puisqu'il y a beaucoup de gens en France qui connaissent Ibrahim Malouf, n'est pas reconnu en tant que trompettiste, mais en tant que compositeur. D'accord. Tu vois ? Oui, vraiment. Et donc, tout ça, c'est ce mélange, si tu veux. Alors je dirais comme trompettiste, je ne sais pas, bon, très bon, je veux dire, tu vois. Mais comme mec qui a réussi à creuser son sillon et à en faire un succès, c'est incroyable quand même. Ouais. Tu vois, parce que ça, c'était pas écrit quand même, tu vois. Mais je pense que c'est extrêmement intelligent aussi, et qui a su, mais encore une fois, il a chopé son bon moment. Okay. Il y a eu mais c'est tous comme ça. Et c'est pour ça qu'il a pris le train quand il fallait, comme Lucienne l'a pris, comme Maurice l'a pris. Moi, je ne crois pas que je l'ai pris, tu vois. et il a pris le train au bon moment, parce qu'il y a eu d'époques, si tu veux, où
la musique, etc., qui vient la musique du monde. Alors c'était très à la mode, etc. Lui, il a su surfer sur ça. Et il a su mettre toutes ses connaissances au service de quelque chose. Et puis, ça a matché, si tu veux, tu vois. Et là, il a grandi intelligemment, parce qu'il n'est pas bête du tout. Et il a su en faire un succès. Et après, c'est pour ça que je te dis, c'est un très bon trompettiste, mais c'est surtout un très bon musicien, si tu veux, qui a compris des tas de choses que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ok. veux, C'est quoi voilà. le train que t'as raté, toi, du coup? Si tu l'as raté. À quel moment tu penses ne pas avoir pris ce train? Quand j'étais très jeune, si tu veux. T'aurais dû, tu penses, le prendre? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à l'époque, c'était pas la même chose, si tu veux. Ok. Et en fait, j'ai pas eu l'entourage, si tu veux, qui fait que il y a quelque chose de plus ou moins extraordinaire qui aurait pu se faire. Après tout, peut-être ça l'aurait fait, peut-être pas, ou peut-être pas, j'en sais rien. Je veux dire, on peut pas refaire bon, maintenant, ça va, je veux dire, tu vois. Mais moi, je te dis, avec l'expérience, je vois très bien comment ça se passe. Et donc, les gens, je veux dire, comme Allison aussi, ont pris le bon train. Ouais. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas compétents dans ce qu'ils faisaient. Je veux dire, mais dans la vie, il faut des compétences, il faut du talent, il faut un peu de chance aussi, et il faut beaucoup d'intelligence. D'accord. Voilà. Ok. Moi, il me manquait quoi? À vous de deviner. On vous laisse dans les En commentaires. commentaire. N'hésitez pas. Et j'ai un dernier nom, c'est... Ah oui, pardon, c'est Rémi Lecomte. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, je sais pas, c'est noté. T'as dû le rajouter tout à l'heure. Est-ce qu'il faut l'éviter? Du coup, à éviter, bon, très bon, incroyable. Ah, j'aurais pas de réponse. On reste sur Mais ça. le problème, c'est que tu peux pas comparer avec les autres noms. Ah oui, t'es incomparable, Rémi. Mais non, mais en fait, parce que lui, Non, c'était pour la vanne. On s'est il dit, n'était on pas va le encore, racheter. il n'est pas encore trompettiste professionnel installé, si j'ose dire, Bien sûr. tu vois. Donc, on peut pas le mettre dans les catégories. Moi, j'aime bien On la va réponse. hors- J'aime hors bien la réponse catégorie. premier Hors degré. catégorie. tu vois. En catégorie. Ah, j'aime bien. Ça marche. Merci Eric. À moins que Valentin tu veuilles enchaîner. On a ramené quelques objets Ah oui. qui sont utiles ou pas pour la trompette. Et on voudrait avoir ton avis Vas-y, sur. Le temps que... On voudrait avoir ton avis sur est-ce que c'est utile ou pas. En fait, il y a plein de choses, tu vois. On l'a déjà évoqué rapidement, mais tous les trucs dans lesquels il faut souffler, et comment on se muse, tout ça. Voilà. Il y a de la régie. Hop. Ah, c'est le carnet de notes, là, alors. Ouais, c'est ça. Et ouais, qu'est-ce que tu penses utile ou pas et qu'est-ce que tu as utilisé aussi là-dedans? Tu connais ces trucs-là? Oui, je connais. Oui. Celui qui est à droite, par exemple, là, alors je sais plus comment ça s'appelle. Moi, Spiromètre. Ouais, on m'a appelé ça un spiromètre. Est-ce que ça c'est utile pour toi ou pas? Alors, utile, on va dire oui, pourquoi pas. Ok. Indispensable, pas forcément, je veux Ok. dire, tu vois. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que, voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans tous ces gadgets, si tu veux, Ok. c'est un petit peu comme les livres à potions magiques, à recettes miracles, si tu veux. Alors, je ne citerai pas de nom. Ok. Mais tu as toujours des bouquins qui vont te dire la vérité sur tout, tu vois. Donc, il faut un petit peu faire attention. Je veux dire, si quelqu'un te dit moi, je connais la vérité, fuis. Ouais, faut pas- Fuis tout de suite. Alors après, il ne faut pas faire croire aux gens que parce qu'ils vont utiliser, par exemple, tous ces ustensiles, que ça y est, ça va devenir des grands trompettistes, etc. C'est comme les gens qui te parlent aussi, par exemple, de dire alors tout est basé sur la respiration. Tu as des gourous comme ça, tu vois. Je ne citerai pas. Tu as des gourous. Ce que racontent ces gens-là, ce n'est pas forcément faux, je veux dire. Mais il faut se faire attention, je veux dire, avec la destination. Ouais. C'est-à-dire, la destination,
si tu sais bien respirer, que tu sais bien maîtriser ton corps, et tout, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va te faire jouer de la trompette. Complètement. Alors, ça va être une des parties qui peut t'aider à jouer de la trompette, mais c'est pas ça qui va te faire jouer bien de la trompette. Ok. C'est pareil, comme les méthodes miracles, un peu entre guillemets, comme Caruso. Alors, tu sais, Caruso, moi, c'est mon époque, ça a été, comme on m'a dit, Caruso, machin, tout. Alors, j'ai fait un peu, etc. Il y a des gens qui ne jurent que par ça, etc. Il faut se méfier des méthodes un peu extrémistes comme ça. Alors, ça peut t'apporter quelque chose, oui, bien sûr, mais c'est pas ce qui va te faire jouer de la trompette comme un dieu, je veux dire, tu vois. Ok. Donc il faut faire un peu attention, je veux dire, à la destination de toutes ces méthodes ou tous ces objets. Alors Ok. par exemple, si pour citer, Donc, spiromètre, on dit ça dépend des usages. ça dépend. Si c'est utile pour simplement prendre conscience du fait d'utiliser tes poumons de façon complète. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en soufflant, mais c'est en inspirant Ok. qu'on calcule le volume, etc. Tu t'aperçois que, aussi bien, c'est des gens pour le sport aussi, si je veux dire, si tu veux, Ouais. qui ont une grande capacité thoracique, et ben tu t'aperçois que les bons trompettistes ont tous aussi une bonne capacité thoracique. Alors je sais pas si ça a quel Ok. rapport de cause à effet, mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, si tu veux. Ok. Ah, donc de là, de pouvoir mesurer un peu, et puis de pouvoir t'entraîner à développer, ouais, je dirais que c'est pourquoi pas utile. Indispensable, peut-être pas, mais pourquoi pas utile. T'as essayé le deuxième, là, le breast builder, du coup? Et toi, Valentin, t'as déjà fait ces trucs-là, toi? Tu m'avais fait tester, mais non. T'as pas fait respirer. Alors Alors Moi, ça, j'en ai fait c'est pas pour mal, ouais. stabiliser, non? Alors le deuxième breast builder, en fait les systèmes c'est toujours un peu les mêmes, mais c'est que tu rends plus difficile le fait de souffler ou de respirer. Avec le spiromètre, je me souviens, on mettait dans un sens comme tu dis en respirant, puis dans l'autre en soufflant. Enfin, Ouais, mais c'est en inspirant que tu fais monter la bille, si tu veux. ouais. Alors oui, ça tu peux quand tu mets en en arrière. retournant. Mais alors le breast builder, du coup, bah, c'est juste une version un peu différente qui finalement permet d'avoir plus de pression que ce que tu as dans le spiromètre. Quoique le spiromètre, il peut monter. Hein. C'est des équivalents. Moi, à mon avis, c'est des choses qui sont. Moi, je connais celui-là, mais le press builder, je connais pas trop. C'est plus récent. J'ai cherché tout à l'heure Ah spiromètre oui, sur bon. internet et j'ai rien trouvé. Donc j'ai l'impression que Ça peut te mettre en lumière certaines choses, physiologiques, etc. Mais bon, il y a le truc avec les 3 boules aussi. J'ai jamais essayé ça. Mais, Maintenant, c'est différentes choses. voilà, pourquoi pas, je veux dire, tu vois, mais... Alors à côté de ça, on a la sourdine sourde pour pouvoir travailler dans un appartement. Ah oui, la sourdine... Bonne idée ou pas bonne idée? Écoute, il y a encore quelques années, je disais à mes élèves, mauvaise idée. Ok. Mais aujourd'hui, pour avoir eu des exemples contraires et de l'avoir pratiqué moi-même, je dirais que finalement, c'est pas si mauvaise idée que ça. Ok. Sauf que, évidemment, ça ne peut pas se substituer à la trompette sans sourdine, si tu veux. Mais je pense que quand tu n'as pas d'occasion de jouer ouvert, je pense que ça peut être un bon palliatif qui t'apporte en fait autre chose. Et c'est assez curieux, par exemple, tiens, pour reparler encore de notre Lucienne nationale, là, tu vois. Je lui demandais comment, puisqu'elle habitait dans un appartement, et puis elle ne pouvait pas jouer ouvert, tu vois. Et elle travaillait toute la journée, hein. Enfin, dès qu'elle pouvait, elle travaillait. C'était une acharnée, hein, quand même. Et en fait, elle travaillait avec sourdine. Ok, incroyable. Et donc, ce qui m'avait. Et c'est depuis qu'elle m'avait dit ça que je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche dans mon raisonnement, qui cloche, si tu veux. Étant donné qui cloche par rapport au résultat que ça donnait sur l'usine, puisqu'elle avait toujours un très joli son, très pur, et pourtant elle travaillait avec sourdine. Alors je me dis, chercher l'erreur, tu vois. Et tu vois que. Ok. Donc, moi, après, maintenant, j'expérimente, je joue à l'hôtel souvent, comme il faut que je travaille, et puis souvent je suis à l'hôtel parce que moi je vais faire, tu vois. Alors je prends une sourdine, enfin de ce type-là, plus ou moins. Ouais. Ok. Et puis, je m'aperçois que ça a une certaine efficacité. Ok. La Silent Brass, c'est un peu pareil, Valentin, je la connais moins Ah bien. non, c'est pas la même chose. Ah, ok. À ton avis? Alors, par contre, je serais un peu plus dur sur la Silent Brass. Ok. Parce que la Silent Brass te donne une illusion. Avec le casque, tu veux dire, quand tu commences Oui. à mettre en Bah, casque? tu joues, bon, Ouais. tout d'un coup,
C'est-à-dire que tu vas jouer un minimum, on va dire que tu vas jouer... parce que le problème, si tu veux, de la sourdine, mais d'ailleurs, c'est valable pour toutes les sourdines, mais encore plus avec la sourdine dite d'appartement, la sourdine sourde, si tu veux. C'est-à-dire que ça retient beaucoup. Donc, en fait, finalement, pour faire, par exemple, un contrut, en fait, c'est beaucoup plus facile avec une sourdine comme ça que quand tu es ouvert. Alors, ça fait que la salle en brasse, non seulement tu vas avoir la facilité de jouer comme la sourdine... Enfin, un certain genre de facilité, ça dépend pourquoi. Là, mais tu vas avoir l'illusion, je veux dire, d'un son réel, si tu veux. Okay. Et ça, il faut faire un peu attention, parce que là, par contre, tu n'es plus dans le domaine de la réalité, je veux dire, tu vois. Tu es dans du virtuel. Alors que quand tu joues la sourdine sourde, si tu veux, là, c'est pas du virtuel, tu entends bien ce que ça donne, ce que ça fait, en direct. Donc, moi, j'ai pas expérimenté véritablement, alors je ne vais pas me prononcer. Moi, je dirais pour des trompettistes amateurs, si tu veux, qui ont envie de se faire plaisir, alors c'est très bien. Pour les professionnels, j'ai un doute. Okay. Voilà, pour ça, ceci dit, ça a le mérite d'exister, pourquoi pas. Peut-être qu'il faut savoir s'en servir aussi, peut-être, je ne sais pas non plus. Alors, donc... Non, mais moi, à l'époque, je l'avais essayé pour essayer de capter, juste faire de l'enregistrement de son de trompette. Et on l'a branché à un ordinateur et j'avais pas été convaincu par ce que j'entendais. Après, j'ai l'impression que la sourdine, naturellement, elle rajoute de la réverbération, tout ça quand on l'écoute, et effectivement, ça truc aussi un peu ce qu'on entend. Je peux imaginer que c'est un peu donc voilà, pour moi, c'est plus un gadget, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Bon, le suivant, je le connais pas, enfin moi, j'ai jamais trop utilisé ça. T'as le nom, Valentin? J'ai plus le nom. En gros, c'est une embouchure. Oui, où tu mets du poids, ça donne du poids. Non, en gros, ça ressort. Fais voir. Oui. Ah, faut le tester. Non, en fait, plus on appuie, je crois que quand on appuie trop, ça bloque l'air. Ah oui. Quelque chose comme ça, ou l'inverse. C'est ça. Ah non, tu joues, et puis si tu... Faut pas appuyer. Faut que ça sorte. Je crois qu'il faut mettre une embouchure dessus. Hein. Ouais, faut mettre une embouchure dessus. Et puis ça, dans la trompette. Ah oui, tu mets dans la trompette. Et, t'as de l'appui, ouais. Et puis si tu appuies trop, voilà. Évidemment, ça bloque le bazar. Exactement. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, j'ai pas compris. T'as jamais utilisé ça? Non. Ok, j'ai essayé ça une fois, je crois, mais. Et ça, est-ce que pour toi, ça peut être utile? Non pressing. C'est ça. Alors, moi, je dirais pour ça. À voir. Attention, parce que d'un côté, ça peut t'apporter quelque chose, et de l'autre côté, ça peut te fausser complètement ton embouchure. Ouais, j'imagine. Ouais. Ben oui. Pourquoi? Et donc moi, je suis pas vraiment partisan. D'un côté, d'éviter de t'écraser la gueule, c'est très bien. Ceci dit, il ne faut pas rêver. Je veux dire, quand tu as une pression d'air, une pression au niveau de la lèvre pour maintenir le muscle, si tu veux, c'est pas comme ça que ça va se maintenir, si tu veux, tu vois. Donc, tout ça, c'est une adéquation entre ce que tu vas envoyer comme air, la morphologie de ta musculature, la tenue, si tu veux, de la musculature, l'embouchure elle-même qui va se mettre dans tout ça, et c'est un ensemble, un équilibre d'ensemble. Et bien sûr que pour jouer un contrut, on appuie plus que pour faire un do grave. Je veux dire, il n'y a pas de mystère à ça. Et celui qui dit, non, on appuie de la même chose, je dis, be careful, my friend. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vas être obligé de modifier ton ouverture et ta pince. Tu vas jouer parce que tu ne pourras pas jouer, je veux dire, ouvert, entre guillemets. Tu peux pas jouer. Or, si tu as un son homogène, que ce soit dans le grave ou dans l'aigu, il faut que tu sois placé de la même façon, si tu veux, avec la même, entre guillemets, ouverture. Si tu veux. Et donc là, ça ne te permet pas de le faire. Donc, tu vas faire un aigu qui va être faussé, si tu veux, pour ne pas presser. Alors, tu vas le pincer, tu vas lui changer sa caractéristique. Donc, je dirais, moi, jeu dangereux. Oui. D'accord. Alors que rien de tel que de bien appuyer pour avoir des aigus. Rien, exactement. Quand on dit qu'on n'appuie pas, c'est faux. Simplement, il faut appuyer en... le fait, il ne faut pas appuyer, il faut compenser. Ok, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu as deux forces. Tu as une force de souffle qui arrive, tu as une force de pression qui va être en fait en adéquation avec ce qui arrive. Plus tu as de pression, plus ça va. Il y a de force, si tu veux, mais si les forces s'équilibrent, alors le joint qui est là va travailler
dans de bonnes dispositions, plus ou Ouais. moins, on va dire. Mais s'il y a forcément eu un déséquilibre d'un côté, de ce côté-là, ça ne peut pas exister, en fait. Oui, oui. Sinon, je veux dire, la bourgeoisie se décolle. Donc, si tu as un bon équilibre, alors ça va se compenser. Maintenant, si tu as un déséquilibre, tu n'utilises pas ce qu'on appelle les trompettistes, l'air, machin, tout ce que ça signifie, tu vois, et puis que tu vas finir par presser, c'est sûr que là, tu vas esquinter l'histoire et tu vas bien trop appuyer. Donc, Ouais. il faut, voilà, donc c'est une question de l'équilibre. technique, et puis, etc. Mais de toute façon, il ne faut pas rêver, je veux dire, de jouer avec plus de force ou plus aigu. Forcément, on va, entre guillemets, utiliser beaucoup plus de musculature, donc d'appuyer plus, parce que c'est inhérent au truc. Maintenant, il y a des façons de le faire, etc. Et puis, voilà. J'aimais bien l'idée que tu as utilisée il y a quelques temps, où en fait la lèvre devait pas. L'appui sert à maintenir la lèvre pour pas qu'elle bouge, quoi. Il y a un peu de Et ça. il faut, voilà, il faut surtout qu'elle ne bouge pas, il faut qu'elle laisse. Le problème, c'est que quand tu te fatigues, bah, ta lèvre, c'est comme un muscle. Je veux dire, si moi je porte ça pendant 10 minutes, je peux le faire. Pendant 2 heures, je suis sûr que au bout de 30 minutes, mon avis, ça va faire ça, tu vois, parce que mon muscle, il pourra Ça plus. tombe bien, il nous reste 30 minutes. Tu vois, il pourra on teste. Il pourra plus. Donc, toi, quand tu as sollicité beaucoup, je veux dire, ta musculature, parce que ta tenue, et ben, à bout d'un moment, tu as le muscle qui lâche, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme le muscle lâche, ta position, elle se lâche aussi. Donc, si ton embouchure ne maintient pas bien la position, bouffe. Et c'est pour ça que lorsqu'on est, entre guillemets, fatigué, on va faire beaucoup plus de fausses notes, de craques ou de canards, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors que quand tu es frais, la position se tient bien, et donc là, ça tient. Et puis dès que ça commence à ça se barre, et puis quand ça se barre, ça craque, ça passe à côté. Ah ouais, carrément. Et voilà, tout simplement. Ok. Ok. Euh, Une autre embouchure, mais alors. le avec testeur, un peut-être, trou. on parle du Ah oui, testeur. le testeur d'abord. Tu t'en sers parfois pour des élèves du testeur pour vérifier une position ou pas? Ça t'arrive pas? Non. Mais en fait, j'ai pas besoin. Ok. Oui, non, mais oui, pourquoi pas, mais pas pour jouer avec, pour vérifier, etc. Bien sûr. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que. Mais ceci dit, même avec le testeur, on ne le voit pas complètement. On sait tous qu'il ne faut pas jouer sur la muqueuse, si tu veux. Alors le testeur permet de vérifier si tu joues ou tu ne joues pas sur muqueuse, mais ça dépend des testeurs, tu vois. Ok. Je crois que c'est vrai que des fois, tu ne vois pas. Moi, j'ai des élèves, des fois, je ne voyais pas s'il est sur muqueuse ou pas. Mais tu le vois dès qu'il décolle, tu vois. Oui, oui, oui. Tu vois, quand la marque, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, pour moi, j'ai fait toute ma carrière sans. Je crois que je peux pas. Ceci dit, je critique pas ceux qui l'emploient, je veux dire, mais c'est une façon comme une autre. Mais moi, j'ai pas besoin, quoi. Ok. Ok. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle, alors je vais aller rechercher le PETE, qui est pour- Personal Embouchure Training Exerciser, dont l'objectif est de muscler en le mettant entre les lèvres. Est-ce que ça, tu penses que c'est une bonne idée ou non? Pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais je ne veux pas critiquer gratuitement en disant, parce que je connais des gens qui le font. Chacun peut trouver son bénéfice, si tu veux. Mais ça ne reproduit pas, je veux dire l'embouchure. Moi, je pense que si tu veux substituer, tu peux le montrer à la caméra, peut-être. Si tu veux substituer ce truc-là, tu prends ton embouchure. On l'affichera en gros pour les gens dans tous les cas. Tu vois, tu prends ton embouchure et puis tu fais quelques exercices de musculature, enfin d'exercices, ne serait-ce que des longues tonnes sur des enfilés, sur, Ok. je veux dire, va parfaitement remplacer ça avec, en plus, la vraie shape, tu vois. Ok. Finalement, mieux vaut jouer que Mais prendre oui. le temps de faire ça. Alors ça, c'est vraiment le pis-aller. Mais à la limite, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, tu fais ça Hmm. pendant un quart d'heure, et puis là, tu as fait travail. marcher tes... Il y avait tes trucs. l'idée dans mon souvenir, tu vois, que en fait là, tu pouvais les mettre dans les lèvres et puis le tirer. Tu vois qu'il y a un mouvement où tu le tires et que du coup, ça, je sais pas quoi c'est. C'est vrai que là, en parlant. Écoute, tu sais, et encore, vous n'avez pas tous les gadgets qui existent. Hein. Moi, j'en ai vu des trucs beaucoup plus farfelus. Ah oui. Alors, je te dis, si des gens pensent que
C'est vrai, pourquoi pas. Je veux dire, donc, je vais pas Ok. les blâmer pour ça, si tu veux. Toujours mais faire attention à mais pas. pour moi, tu vois, inutile. Ok. Ok. Autant marche. ça peut être un peu utile. Ça, je pense que c'est pas vraiment utile. Ok. Et le Coca Zéro alors? Est-ce que ça sert? Parce que alors moi j'ai remarqué en classe de trompette, tout le monde boit du Coca Zéro. Est-ce que ça aide à mieux jouer? Non, plus moi. Oui, depuis quelques semaines. Non, parce que je me suis aperçu que c'est vraiment de la saloperie. quoi. Ah bon? Ok. Pendant Non, tout ce temps. franchement, c'est de la saloperie. Alors, quand on est jeune comme vous n'avez pas de problème de santé, ça n'a pas d'influence. Ceci Ok. dit, moi, j'ai pas spécialement de problème de santé, mais je veux dire, quand tu vois ce qu'il y a. Oui, ce qu'il y a dedans. Alors, si tu en bois un de temps en temps, ça va, mais il y a des gens qui en boivent comme ça toute la journée, tu vois. Ah oui. Bon, ça, c'est comme la clope, tu vois. Moi, j'ai fumé quand même. Ok. J'ai fumé pas mal même. J'ai arrêté. Et je me suis aperçu que finalement, c'était parfaitement inutile et que le gain, le plaisir que tu pouvais en tirer était si minime par rapport aux inconvénients que je me suis dit, en fait, c'est inutile. Ok. Ça, c'est peut-être l'âge qui fait ça, qui veut dire, bon, bah tiens, je vois l'horizon arriver quand même, tu vois. Tu vois, la fin, je ne vais pas dire qu'elle est proche, j'espère pas, mais enfin, elle est quand même plus. Je suis plus près de la fin que du début, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et donc, là, tu te dis finalement, autant profiter des vraies choses que t'esquinter avec des futilités, quoi, ou des choses inutiles, en fait. En Ah gros, ouais. c'est ça, quoi. Carrément. Et ben en parlant de méthode inutile, peut-être. S'il y avait une méthode que tu supprimerais dans dans la façon de travailler des gens, laquelle tu penses qui va pas dans le sens de ce qu'il faut Pour moi, jouer c'est pas une l'instrument. question de méthode, c'est une question de comment tu l'abordes. Ok. Et Sur une comment question d'approche. voilà. Parce qu'en fait, moi, je peux te faire travailler sur n'importe quel support, méthode, machin. Ce qui compte, c'est pas la méthode par elle-même, c'est de la façon dont tu la comprends et de la façon dont tu vas l'utiliser. Et avec toute la pensée. Parce qu'en fait, malheureusement, je veux dire, quand on trouve la méthode, tu as des exercices, mais ça t'explique pas finalement. Alors si quelquefois c'est expliqué verbalement, mais Ouais. mais tu vois, C'est rarement lu, déjà. les gens lisent pas. Les gens lisent pas. Les gens lisent pas. Stamp, Ah, c'est j'ai clair. dû lire une fois le début, je m'en souviens plus. Voilà. Ouais. Donc, dans tous les supports, tu prends même n'importe quoi. Je veux dire, tu peux travailler ta technique sur la première page que tu ouvres d'un bouquin. Je veux dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et justement, moi, on m'a demandé, il y a une époque, les éditions Le Duc m'ont dit, tu peux pas écrire une méthode, machin. Je dis, putain, moi, j'ai pas envie d'écrire une méthode. Une méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter à des milliers de méthodes qui existent déjà. Chacun va faire son petit livre en disant, oh là là, c'est moi qui détiens la vérité, etc. Okay. Alors moi, j'ai pas fait de méthode, j'ai fait juste mon petit recueil que j'appelle le petit livre vert, tu vois, qui est un recueil finalement d'exercices que je fais depuis 30 ans ou 40 ans, et puis que je modifie. Alors c'est des choses qui existent déjà, en fait, j'ai rien inventé, la plupart du truc. J'ai pris du Stamp que j'ai remodelé à ma sauce, j'ai pris du Clark pareil, j'ai pris du Arban pareil, j'ai pris du Schlossberg et du comment ça s'appelle, du Quinquet, etc., que j'ai des fois modifié, des fois même pas modifié, mais j'ai fait ce petit recueil pour dire, bon, bah, en tout ça, voilà, il y a de quoi déjà... voilà, tu as de quoi t'amuser déjà, si tu veux. Mais voilà, et puis c'est surtout la façon de l'appréhender, puis la façon de le faire. Maintenant, il n'y a pas une méthode qui... C'est comme une méthode comme Stamp, par exemple. Tu as plusieurs catégories de méthodes, si tu veux. Tu as une méthode comme Stamp, c'est une méthode, je veux dire, que tu fais. Alors, si tu fais tout, ben, tu fais tout. Puis après, tu te dis, bon, bah, ça y est, ça, je l'ai fait. Donc maintenant, je vais prendre une autre. Mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette méthode, je veux dire, c'est quelque chose où cette façon de concevoir la trompette ou le jeu, c'est quelque chose qui est jamais fini. Je veux dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, on te dit, bon, bah, tous les jours, tu vas faire ta gymnastique et tu vas faire tes étirements et tes machins. C'est jamais fini. Oui, bien sûr. Si tu le fais pas pendant 15 jours, bah, tu touches plus tes pieds. Je veux dire, tu vois. Oui, carrément. Donc la méthode, c'est pas parce que tu l'as faite que c'est terminé. Je veux dire que tu as tout pris le savoir et puis maintenant il fallait passer à autre chose. Non, c'est une façon de penser les choses. Donc si je m'ennuie durant ma retraite, tu vois, ce que je ferais peut-être, j'écrirais plutôt, si tu veux, plutôt un livre, je veux dire, qui explique finalement tout ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer d'une certaine façon.
mais certainement pas en écrivant un exercice de plus qui sert à rien, je veux dire, tu vois. Pour moi, ça sert absolument à rien, je veux dire, tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est mieux d'avoir une réflexion et de te dire, bon, comment je vais faire ça pour le mieux. Comme Chikovitz, par exemple, tu vois, Chikovitz, tu peux faire ça la plupart du temps. Et ce qui est assez drôle dans tout ça, en fait, c'est que les méthodes les plus populaires, donc Stamp, Chikovitz, Clark, tu vois, par exemple, ces 3 méthodes-là, partout où je les fais travailler, il n'y en a pas un qui l'a fait correctement. Ouais, ça m'étonne pas. Pas un. Moi, j'ai fait Stamp pendant longtemps et en ouvrant dans les graves, en récupérant rien. Clark, tu t'aperçois que tout le monde fait, je caricature un peu, c'est pas ça. C'est pas avec l'accent lié, détaché. Parce que c'est marqué en tout petit, vous faites après détaché. Personne ne fait jamais détaché. Okay. Et donc, comme ça, il y a une espèce de tradition qui perdure en disant bah, tiens, je fais Clark. Pourquoi ? Parce que dans l'inconscient, si tu veux, du trompettiste moyen, entre guillemets, Clark, c'est fait pour les doigts. Ouais. Clark, c'est pas fait pour les doigts. C'est aussi fait pour les doigts. Mais c'est surtout pour faire le contrôle du phrasé, si tu veux, de l'air, de quel sens tu vas propulser ton air, etc. Et voilà, tout simplement parce qu'il y a des doigts qui sont des fois un peu pas commodes. Alors on dit c'est fait pour les doigts. Pas spécialement, pas plus que ça, je veux dire. Je crois qu'au début sa méthode ça m'avait surpris, mais il parle d'endurance aussi en disant on va améliorer. Et puis effectivement, c'est pas ce à quoi on s'attend en voulant faire juste. Donc c'est quelque chose d'assez complet d'une certaine façon, si tu veux, tu vois. Donc tu sais, avec 3 exercices de Clark, 3 exercices de Stamp et 3 de qui je citais, de Chikovitz, je veux dire, tu peux faire toute ta carrière comme ça. Hein, je veux dire, t'as pas besoin de. Ah ouais, carrément. Mais bien sûr que oui. Et tant qu'on est dessus, j'ai une liste de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 méthodes. Et maintenant, il va falloir que tu nous dises si elles existent ou si elles n'existent pas. On t'a créé des méthodes. La première méthode, j'ai le BIUT en 37 semaines. Oui, ça c'est Spalding. Ouais. Alors ça c'est pareil, tu vois, c'est vendeur. Mais oui, mais c'est justement, mais ça c'est très marketing américain si tu veux, tu vois. Ouais, carrément. Mais oui, parce que pour te vendre le truc, alors il faut quand même tu t'accroches. Alors le fantasme de tout trompettiste de base, c'est quand même d'aller haut, vite et aigu, quoi. Je veux dire, tu vois. Carrément. Voilà. Et fort avec un peu de chance. Et fort, voilà. Et bon, et oui, très fort, très fort. Et donc, là, si tu vends ça, le machin comme ça, là tu vas céder à la tentation. Mais moi, j'ai fait du Spalding, j'ai fait faire un petit peu. Il y a des choses qui sont très bien, je veux dire, tout ça. Le problème, je veux dire, c'est la destination. Ouais. Et c'est ça, c'est comme... tu vas peut-être citer Caruso, je sais pas. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, alors je peux en parler. Caruso, si tu veux, pardon, c'est... Après tout, il y a des choses qui sont pas mal dans Caruso, si tu veux. Moi, je l'ai fait un petit peu. Si tu fais raisonnablement, il peut t'apporter. Le problème, c'est la destination. On va dire, parce que tu vas faire Caruso, alors tu vas être très fort, tu vas avoir des muscles comme ça, tu vas jouer aigu, machin. Alors forcément, toi, tu dis, pour ceux qui sont un peu faiblards de ça, tu dis, putain, je vais faire ça. Et puis, le problème, c'est qu'avec cette idée-là, eh bien, ça fausse, si tu veux, ton équilibre et ça fausse ton appréhension de la chose. Et donc, ça veut dire que toi, tu vas être nourri par ce fantasme. Et ça, c'est pas bon, si tu veux. Et ça, c'est pas bon. Et ça fait que moi, si je fais un ratio, si tu veux, de ceux à qui ça a servi ou desservi, ça a desservi beaucoup plus que ça a servi, tu vois. Donc, je me dis, est-ce vraiment nécessaire, tu vois ? Ou alors, fais-le, je veux dire, avec une rationalité qui est différente que la destination pour laquelle c'est écrit. Ce qu'il faut se dire aussi avec ce Spalding, avec Maggio aussi, et Caruso, on va dire les 3 principales, si tu veux, c'est toujours pareil, c'est que ces gens qui ont écrit ces méthodes, en fait, c'est des gens qui étaient malades, à qui il arrivait des accidents. Caruso ne pouvait plus jouer, tu vois. Ouais. Et donc, c'est des gens qui ont reconstruit de façon, entre guillemets, artificielle, si tu veux, tout leur jeu de trompette. Et ils l'ont construit si bien que ça a amené à faire, justement, le mec, il a pu se le construire avec, tu vois, leur technique.
Et donc, ça veut dire que c'était fait pour des gens malades. Hmm. Or, ceux qui utilisent ça, c'est pas des gens malades. Ah non, ils débutent. Ouais. Après, C'est des gens qui sont déjà, qui peuvent déjà jouer. Ils le deviennent du coup. Et, Ensuite, et ils du peuvent coup, ils travailler. le deviennent. Mais pour le coup. Ouais. Donc, la problématique de ces méthodes-là, c'est ça. Ok. Tu C'est vois. extrême. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, que c'est vrai, c'est de la façon que tu as de t'en servir et de la réfléchir. Ok. Ok. En deuxième, on a le Buzzing Book. À Buzzing Book, oui, de Thomson. Ouais, de Thomson, tu connais? Oui, je connais. Alors ça peut sauver des gens comme les détruire. Alors là, Ok. c'est pareil. Mais c'est tous ces méthodes-là qui sont un peu extrêmes, si tu veux. Extrêmes, je sais pas, c'est extrême non plus, le Buzzing Book, mais À l'embouchure. avec l'embouchure, le grave, machin, Ouais. que si c'est mal fait, le remède est pire que le mal, si tu veux. Ok. Mais Stamp, c'est la même chose. Je veux dire, si tu fais mal Stamp, le remède est pire que le mal. Si tu Ouais, bien veux, sûr. tu vois. Ah oui, oui. Tu Donc, remontes pas quoi. tout ça, ça demande à être encadré. Et pareil, ça dépend des destinations. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça va être très bien et des gens c'est vraiment pas nécessaire. Ouais. Voilà. Des gens qui ont besoin de replacer complètement une embouchure, ça peut être une bonne chose. Mais quelqu'un qui a déjà un placement d'embouchure, même s'il n'est pas parfait, ça peut être dangereux. Ok. Ok. Alors. Et ben la méthode suivante, c'est 12 variations sur un si bémol. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas d'après toi? Alors, peut-être ça existe, mais je ne sais pas. Je ne connais pas. Non, ça Non, n'existe c'est pas. Ça n'existe pas. Ensuite, on a nouvel enseignement de la pratique du clairon. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Oh, ça peut exister, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ben ça existe. Ah Et oui, moi aussi, oui, j'étais oui. surpris parce que côté nouveau Ah bah, éclairant pourquoi pas? de André Trémine, a priori. Sacré André. Ben oui. Je te salue André au passage. Et puis je vais me mettre au clairon dès que j'ai fini avec la trompette. Pas de reconversion. Ensuite, on a 100 studies to keep your neighbor away. 100 études pour garder son voisin le plus loin Éveillé. possible. Non, Est-ce que- loin. Loin. Ah ouais, Loin. pour l'éloigner. Pour l'éloigner. Est-ce que ça existe? Non, je crois pas. Non, effectivement. Ça n'existe pas. C'est drôle quand même le titre. Hein. Mais ça serait pas mal que ça existe. On peut la proposer. Et puis la dernière, c'est 12 duos classiques par tout brasse. Est-ce que ça existe? Par qui? Tout Tout brasse. brasse. Tout brasse? C'est bien Tout de faire brasse. des émissions avec des gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Et ben c'est notre méthode. Exactement. On fait nous-mêmes notre pub. Ah oui, c'est vous. Exactement, c'est mieux. Et donc c'est une méthode que tu vas connaître puisqu'on va te l'offrir. Mais juste derrière toi. Et ben, juste derrière moi, je t'en offre une. Voilà, en fait, on a fait un recueil de 12 duos pour trompette. Ah, Donc, des duos, c'est très bien. et Souvent, donc, on ce manque de sont duos. des classiques, des morceaux classiques. Il y a du Brahms, du Verdi, du Vavilov, Beethoven. Voilà. Ah, c'est pour niveau modeste. Ça c'est Oui, c'est ça. plutôt pour des niveaux modestes. Après on monte, on a des méthodes d'opéra, on a Oui, d'autres parce que choses. ça, bon, tu vois, oui, c'est... Complètement. Et en fait ça fait plusieurs mois que je dois te la donner et que je l'oublie à chaque fois. Donc finalement, On s'est dit pourquoi Non, pas ben là, aujourd'hui. eh ben, c'est bien que ça Putain, soit bon. aujourd'hui parce que comme ça tu fais un placement de produit en même temps. tu vois. Exactement. Exactement. ah Et si ça tu va as pas un être avec un magnifique. grand sourire, Magnifique. ce sera top. Voilà. Génial. Likez, commentez, hein, surtout. Ensuite, je te propose quelque chose. On a pris des problèmes qui arrivent à beaucoup de personnes et tu nous le résous avec tous tes talents de pédagogue en quelques minutes. Le premier problème que j'ai, c'est lors d'un concert avec un orchestre, un trompettiste joue de longues parties, forte et de nombreux passages aigus. Après seulement 15 minutes de jeu, on l'a un peu abordé tout à l'heure, il commence à ressentir une fatigue importante aux lèvres, rendant ses attaques de moins en moins précises et son son moins stable. Qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il faut qu'il Bah, fasse sur le pour s'en moment, sortir c'est un peu trop tard. Hein. Sur le moment, c'est un peu tard. Et de façon plus générale, dans sa préparation de travail, Ouais, mais ça, c'est... Là, c'est toute la technique de la trompette, je veux dire. Tu non, vois, donc, bien sûr, bien sûr. Donc, s'il manque de résistance, s'il manque... parce qu'il a joué un peu fort pendant un quart d'heure et puis maintenant il n'y arrive plus, etc., il peut y avoir plein de raisons. Tout à fait. La première, c'est le manque de pratique. La deuxième, c'est une mauvaise pratique. La troisième, c'est... Donc, à résoudre ça, je veux dire, il peut y avoir... Ok, et si on part du principe, si toi par exemple tu avais cette difficulté, comment tu essaierais de résoudre ça? Ben, ça dépend. On peut le dire qu'à partir Sans manque du de moment- pratique, sans manque de ça, pratique. ça dépend du passé. Je veux Ok. dire, tu vois. Ça dépend de ce qui s'est passé un mois avant, une semaine avant, un jour avant. Ok. Et là, je peux te dire ce qui se passe. Mais sinon, c'est compliqué, si tu veux. Ok. Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépasses tes limites, ça va déborder, ça va casser, je veux dire. Mais ça, tout le monde a ses limites.
Alors pour ça, déjà, il faut que toi, avant d'en arriver le jour J dans un orchestre, etc., il faut que tu te testes, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand tu vas répéter, qu'est-ce qui se passe? Et de là, tu dis, j'ai des lacunes sur ça, alors je vais travailler plutôt ça. Mais tu sais, l'éternel... Il y a beaucoup de questions de ce genre-là, finalement, qui reviennent à te dire, j'ai pas assez de résistance, comment il faut faire pour avoir de la résistance? En gros, ça revient basiquement à ça. Alors moi, je vais te dire, c'est très simple. La résistance, il faut considérer qu'il y a deux axes, si tu veux, pour obtenir de la résistance. Et deux axes qui sont pas opposés, mais pas loin. Donc le premier axe qui vient à l'esprit de tout le monde et qui est un axe utile aussi, mais pas forcément déterminant, c'est de te dire, je vais faire du training. C'est-à-dire, j'ai pas de résistance, donc je vais jouer plus longtemps, je vais jouer plus fort, je vais faire du bodybuilding, quoi. Je veux dire, boum. Pas comme ça, tu comprends, j'aurai plus de muscles. Ce qui est d'une façon, oui, pourquoi pas, effectivement. Mais ça, c'est limite aussi. Maintenant, tu peux avoir ça de l'autre côté. C'est-à-dire que pour avoir de la résistance, il faut que je résiste plus longtemps. Alors, plus longtemps, comment je peux faire? Si j'utilise 2 fois moins de force, je vais aller 2 fois plus loin. Ouais, bien sûr. Donc, toi, tu as tant de minutage, en gros, de fortissimo, je ne sais pas, tant de calories, on va dire, ou de kilojoules, je ne sais pas comment on peut définir ça, tant d'énergie. Boum. Parce qu'on a tous une énergie qu'on dépense, comme tes muscles, quand ils ont bouffé tout le sucre de ton muscle, il n'y a plus, tu vois, il faut qu'il se régénère, tu vois. Ah, bien sûr. Là, c'est la même chose. Donc, quand tu as bouffé toute ton énergie, il n'y en a plus. Alors, la façon de te dire, je vais avoir 2 fois plus d'énergie, comme ça, je pourrais jouer 2 fois plus comme un con. Oui. Et puis après, tu as aussi le fait de dire, je vais, avec cette énergie, je vais l'optimiser pour jouer 2 fois plus longtemps. Donc, en fait, au lieu d'être très consommateur, très gourmand, je vais l'économiser. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec plus de souplesse. Je vais moins m'éclater la tronche, je vais utiliser plus mon corps, je vais prendre mes équilibres, etc. Et je vais consommer 2 fois moins. Ok. Tu vois? Et de là, tu peux avoir le même résultat avec des méthodes très différentes. Oui, carrément. Plus tu as de souplesse, finalement, moins tu te fatigues. T'as l'impression. Exactement. Okay. L'aigu, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'aigu? C'est de la souplesse. Ouais. C'est-à-dire que si tu es capable de faire vibrer ta lèvre dans de bonnes circonstances, à la fréquence voulue, ton aigu il va sortir. Parce que c'est une question de fréquence. Okay. Bien sûr. Maintenant, si tu n'as pas assez de souplesse, il va falloir plus de force, si tu veux, pour avoir le même résultat. Et avec parfois moins d'efficacité, si tu veux. Tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas de vérité absolue en disant c'est ou que. Alors, moi, je travaille que la souplesse et puis ça suffit, ou alors que le muscle et puis ça suffit. Tout ça, c'est un savant mélange de deux, finalement, d'une certaine façon. Et surtout, lorsqu'on fait du training un peu hard quoi, je veux dire, tu vois, eh bien, ça va être efficace si tu le fais dans de bonnes circonstances, c'est-à-dire si tu le fais avec une certaine protection, en te protégeant d'une certaine façon, donc en faisant travailler le muscle de façon saine, tu vois, sainement. Si tu fais travailler tes muscles sainement, si tu le fais travailler, parce qu'il faut qu'il travaille, mais tu ne le fais pas, forcer, mais travailler en souplesse, etc., alors ça va te servir. Mais si tu le fais un peu n'importe comment, tu vas te casser, ou ça ne va pas te servir, si tu veux, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu regardes ça dans tous les sports, c'est un peu la même chose. Tu sais, la trompette, c'est un micro-sport, si tu veux, mais c'est un sport quand même, et les fonctions sont les mêmes, je veux dire, et les entraînements sont les mêmes. Quand tu interroges un sportif sur du fitness, par exemple, ou si tu vas faire du bodybuilding, il n'y a jamais un mec qui va te dire tous les jours, tu vas te faire des séries de hyper hard, et puis comme ça, tu vas être plus fort plus tôt. Pas du tout. Oui, bien sûr. Tu vas faire une série très forte, tu vas reposer une journée, voire 2, tu vas faire les ligaments, tu vois. Tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Tu vois. Carrément.
Ah, c'est Je bien, ne suis ça- pas ça- spécialement spécialiste de fitness, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais ça répond aussi au deuxième cas en fait, qui était comment on fait pour avoir du registre aigu et comment on le travaille sur le C'est registre la aigu. même chose. Ouais. C'est exactement la même De la même chose. façon. Et du coup, par la souplesse de ce que tu racontes, il faut vraiment chercher de la souplesse. C'est une combinaison d'équilibre entre la souplesse, la musculature, la résistance, tout ça, c'est un équilibre. Il y a des gens des fois qui disent moi j'ai beaucoup d'endurance mais j'ai pas d'aigu. Ou alors les gâteaux c'est super mais alors détaché c'est une catastrophe. Ça n'existe pas. Ouais. Je veux dire, c'est-à-dire que ton niveau s'il monte pas en équilibre, alors ça veut dire que tu as une lacune quelque part et c'est pas là où que tu penses résoudre le problème où le problème il est, si tu veux. C'est pas parce que tu as un problème de tu as quelques petits soucis de staccato, par exemple. Alors, tout de suite, les gens pensent staccato, c'est la langue. Ouais. Mais ce n'est pas la langue, le staccato. C'est une composante. Mais la langue, elle va dépendre de plein de choses. L'utilisation de la langue dépend de la façon dont tu vas nourrir ta langue, j'allais dire, mais nourrir ton son que tu as de souffler, ta façon de concevoir le phrasé, de soutenir, de l'effet également de ta vibration. Si tu as une grande souplesse et tout, lorsque tu vas articuler ta langue, la vibration va apparaître tout de suite. Et si tu n'as pas de souplesse, elle n'apparaît pas tout de suite. Qu'est-ce que tu fais par réflexe? Alors, je vais détacher plus. Je plaque. Ouais, bien sûr. Et là, tu dis, là, ça y est, je détache. Et puis, tu t'aperçois que tu détaches comme un con parce que tu es en train d'utiliser la langue comme une espèce de pelle qui a tapé le truc, tu vois. Pam, pam, pam. Alors que c'est pas ça, je veux dire. Et tu t'aperçois que si tu fais l'expérience, si tu es fatigué, que donc ta lèvre elle est moins mobile, elle est moins souple, moins ceci, cela, ton staccato il va être 2 fois moins rapide que lorsque tu es en forme. Ouais, bien sûr. Ouais, oui. Et donc, est-ce que c'est ta langue? Non, c'est pas ta langue, c'est tes lèvres. Tu vois, donc c'est pour ça, attention, il faut se méfier d'où vient le problème, n'est pas toujours là où on croit. Ouais, Ok. oui. Pas souvent même. Là où... Très beau conseil. Et alors ça peut jouer aussi là-dessus. Là, mais j'ai un troisième cas, mais qui cette fois-ci va pouvoir impacter tout ce qu'on vient de dire. Le trompettiste devant un public de 500 personnes, juste avant de monter sur scène, il ressent une montée de stress intense, son souffle devient court, ses mains tremblent, et il se demande s'il pourra réussir à jouer correctement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Le meilleur cas, c'est d'aller à l'église mettre un cierge. Ok. Bon c'est ça qu'on va faire. Voilà. C'est top. Non, alors, blague à part. Oui, le stress, le trac. Oui. Comme on dit, le trac, c'est le stress, hein, évidemment. Alors, parce qu'on peut en parler pendant longtemps, mais pour essayer d'être concis et pas trop long, si tu veux, la première des choses, c'est que les gens, enfin les trompettistes en l'occurrence, mais pas que, lorsqu'ils ont effectivement cet effet de stress qui monte parce qu'il y a un enjeu, si tu veux, tu vois, là tu vas jouer devant 500 personnes et machin, etc. Forcément, il y a un enjeu, donc il y a un stress, il y a un trac et tout. L'erreur que font tous ces gens-là qui se prennent un gros trac, si tu veux, c'est qu'en fait, ils cherchent à combattre le trac. Ok. La plupart des gens, les gens cherchent à combattre le trac. Moi, souvent, je me dis, mais comment faire pour ne pas avoir le trac? Je lui dis, la première chose, c'est d'accepter d'avoir le trac. Tu vois, le trac, c'est quelque chose qui peut être à la fois aussi bénéfique que destructeur. Ok. Tu vois, il faut savoir s'en servir et il ne faut surtout pas le refuser. Le trac, c'est normal d'avoir le trac. Le trac, c'est, en fait, si on revient à nos origines, à la préhistoire, je veux dire, quand tu avais le stress qui montait, pourquoi tu avais le stress? Alors, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'effet. Mais à l'époque, c'est quand tu as une bête sauvage qui arrivait et qui était là pour te becqueter, tu vois, tu avais un stress, tu vois. Oui. Et le stress, tu vois, tu te dis, excusez-moi, tu vas avoir le stress. Mais le stress, pourquoi il y avait le stress? En fait, c'est un phénomène chimique de ton corps qui va te donner de la force et des possibilités que tu n'aurais pas en temps normal. Pour s'enfuir. Pour s'enfuir, ou pour te battre, ou pour... effectivement. Alors, ça va te donner, l'espace d'un instant,
ça va mobiliser tes forces, si tu veux, Ouais. et ton, je sais pas. Évidemment qu'aujourd'hui, on n'est pas à combattre la bête sauvage, tu vois, le public, tu vois. Mais en fait, c'est exactement le même phénomène, si Ouais. tu veux. Donc, pour quelqu'un qui accepte le trac, qui sait s'en servir, ça va lui donner de la force, ça va lui donner Ok. de la détermination, etc. Ça veut dire qu'il va prendre conscience de l'enjeu, il va se dire, c'est mon heure. Et on y va. Et Ouais. là, tu vois, et au lieu de se laisser dominer par le trac, parce que le trac, en fait, c'est un accélérateur de aussi bien de tes qualités que tes défauts. Ok. Donc, si toi, tu es positif et tu vas, en simplifiant, penser à exacerber tes qualités, plus ton stress et tout ton trac va faire monter ces qualités. Par contre, si tu commences à avoir peur, tu dis ah ouais, ben, ça je le fais pas bien. Oh, ça je le fais pas bien, je le fais pas pareil. Mais bien, là, tu peux être sûr que tu vas pas le faire bien, quoi, je veux dire. Oui. Et ça va accélérer. Et c'est pour ça que quelquefois, tu peux avoir quelqu'un qui a le trac et qui va jouer extrêmement bien, et puis quelqu'un qui a le trac qui va jouer extrêmement mal, qui joue jamais aussi mal, tu vois. Parce que ça complètement, il est mal orienté, si tu veux. Après, c'est aussi un entraînement. Ok. C'est un entraînement, c'est-à-dire que l'entraînement, ça veut dire que tu peux pas te retrouver du jour au lendemain devant 500 personnes complètement à poil, si tu veux, tu vois. Donc, il y a des étapes à passer. C'est-à-dire que tout ça, finalement, c'est de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est souvent les profs, après les concours, qui font les remarques aux élèves qui ont joué, les disent, retours. il faut que tu prennes confiance en toi. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Mais c'était ça. Mais on m'aurait menti. Mais oui, mais alors c'est ça. Ah bah alors je vais prendre confiance en moi. Si c'était aussi simple, forcément, je veux dire, tu vois. Ah bon, il Ouais. faut que je prenne confiance en moi. Ah bon? Ah d'accord. Bon bah d'accord. La prochaine fois, je prends. Et ça marche pas comme ça. Oui, oui. Donc la confiance, ça se construit. Et ça se construit tous les jours. Je veux dire, ça veut dire que chaque jour, son petit challenge. À la place, moi j'appelle ça la théorie des petits pas. Tu vois? Ok. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'escalier. C'est tout con. Il faut que tu gravisses 2,50 m. Si tu as une marche, ça va être compliqué. On va pas aller loin, oui. Elle est grande. J'y arrive pas. Tu as 2 marches, ça va être encore compliqué. 3, peut-être ça commence à être possible. Et si tu fais 15 marches, tu montes ton escalier, mais comme si tu n'avais rien fait, tu vois. Ouais. Et pourtant, tu montes tes 2,50 m. La théorie des petits pas. C'est-à-dire que à chaque jour suffit sa peine. Tu vois, tu te challenges un petit truc. Ah, je suis content, j'ai challengé mon truc. Ensuite, le lendemain, j'ai... Et quand tu additionnes tous tes petits challenges, au bout d'un moment, ça te fait un gros challenge. Et là, tu prends confiance. Alors, tu vas jouer... alors, c'est sûr, ça, c'est là, tu sais, le truc, la théorie du gamin, enfin du gamin ou pas du gamin, qui joue, de l'élève qui parle à son professeur. Pourtant, dans ma chambre, c'était très bien. Tu sais, on a tous entendu ça, tu vois. Oui. Ah oui, mais alors chez moi, c'était fantastique, puis là, je comprends pas. Et donc, tu vas gravir. Si tu veux déjà jouer devant le prof, c'est pas un gros stress, mais c'est déjà un petit. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui. Après, devant des inconnus, un autre. Après, devant un petit public. Après, la famille. Après, ceci. Et à chaque fois, tu vas progresser dans ton challenge. Si tu veux, tu vas te mettre dans des situations de stress, si tu veux, progressives, qui vont petit à petit te donner confiance. Si tu veux dire, voilà, j'arrive, c'est positif. Et puis tu construis comme ça. Et puis tu construis ton j'appelle ça des points de confiance, si tu veux. Tu vois. Ouais. Et plus tu vas accumuler de points de confiance durant ton apprentissage, devant ta vie, mais parce que ça, c'est toi aussi qui va le déterminer. Moi, si j'ai pas de concert, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un programme dur et la prochaine fois, je vais me forcer à travailler. Je ne fais pas dans la facilité. Ouais. C'est-à-dire que je vais provoquer des choses inconfortables. Tu vois. Et plus tu arrives à vivre dans l'inconfort, l'inconfort devient une habitude. Donc, quand tu as une épreuve à faire, évidemment que c'est inconfortable. Mais si tu as acquis suffisamment de confiance, alors, même si la confiance
va... Comment dire, il y a des points qui vont être mangés par les circonstances, il t'en restera toujours assez. Plus tu en auras, et plus tu auras... Parce que ça ne se passe jamais comme tu veux. Ouais, ça c'est sûr. Et le problème, si tu veux, c'est que les étudiants, les gens, ou pas que les étudiants, essaient d'idéaliser. C'est-à-dire que je vais faire comme quand c'était dans ma chambre. Là c'était bien. Et donc, je vais reproduire ça. Et jamais tu reproduis ça. Tu ne peux pas reproduire ça. Donc, c'est toujours un phénomène d'adaptabilité. Comment je vais m'adapter? Et celui qui s'en sort, c'est toujours celui qui s'adapte à tout, si tu veux. Tout de suite, en temps réel. Je m'adapte. Mais ça, c'est pareil. C'est un apprentissage. C'est que là, je dis tout d'un coup, allez, maintenant tu joues ton truc là, maintenant tout de suite, pas demain, pas après-demain, pas dans 10 minutes, c'est maintenant. Ah oui, mais je suis pas chaud. Ah bah oui, mais j'ai mal au ventre. Ah bah oui, mais j'ai mal au je sais pas où. Ah bah oui, mais non, voilà. Et donc, toi, quand tu vas arriver dans des circonstances improbables, quelquefois, où tu es malade, tu as ça de confiance qui disparaît. Oui. Après, à la salle, oh là là, comme elle est sèche, tu as encore ça te grignote. Après, l'orchestre où le chef est pas bon, ça te grignote, ou ton pianiste est pas bon, alors ça te grignote. Et puis, quand tu dis, mais si tu as acquis suffisamment de points, alors il t'en restera assez pour affronter la situation. Maintenant, si tu es borderline, il suffit d'un grain de sable pour te déstabiliser, je veux dire, tu vas tomber. Et là, l'effet trac va être négatif et va te plonger dans la merde. Ouais, ok. Ouais, donc il faut s'entraîner. Et voilà. Derrière ça... jouer dans n'importe quelle condition, finalement. Ouais, puis accepter ce qui se passe. Quoi, et accepter l'inacceptable. Ouais. Parce que sinon, je te dis, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ah bah oui, mais aujourd'hui, machin. Ah bah oui, machin. Ouais, bien sûr. Il faut l'accepter et puis l'affronter. Bien sûr. Voilà. Et toi, tu en as fait quelques-uns, des concerts, au moins 4 ou 5. Et depuis tous les concerts que tu as fait, est-ce que tu as encore le trac ou c'est quelque chose Bien que tu as retiré? Bien sûr, j'ai encore le trac. Ok. Et donc, tu arrives à en profiter aujourd'hui? Mais j'ai le trac. Et heureusement que j'ai le trac, si tu veux. Et c'est pour ça que je suis contre ceux qui se médicalisent, si tu veux, enfin, ce médicament. Oui, bêta-bloquant. Parce qu'en fait, ça annihile tout. C'est-à-dire que l'envie, donc, tu ne ressens plus rien. Comment veux-tu de performance en ressentir je veux dire, une performance, ça doit être pour convaincre les gens. Là, si tu le fais juste, tu te mets dans ta bulle, tu joues pour toi. Bon. C'est inintéressant. Oui, et puis si le public ne sert à rien, c'est un problème. C'est pas la bonne méthode pour te sortir d'un problème de trac, je veux dire, surtout. Parce qu'en fait, tu le fais que le masquer. Et ça sert à... Enfin bon. Oui, carrément. Tu vois, le trac, moi, je fais souvent cette comparaison... du trac. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une question de compétence. Je vous l'ai sûrement déjà fait. Tu imagines que tu traces une bande de 20 cm, tu sais, là, tiens, sur la scène, tu marques une bande de 20 cm. Et puis tu demandes à la personne, tu dis, voilà, tu imagines, c'est une poutre qui fait 20 cm, et puis, ou alors tu mets une poutre qui est juste au ras du sol, et tu dis, tu marches jusqu'à là-bas. Tu vas me dire... rien de plus facile. Et je peux te garantir que 100% des gens vont arriver à marcher sur 20 cm. Même 30. 30. Tu vois ? Nos problèmes, évidemment. Et maintenant, tu leur dis, ok, maintenant, cette poutre-là, on va la mettre à 400 mètres de haut, entre deux tours. Ah, c'est plus pareil. Et là, c'est plus la même chose. Et là, tu peux être sûr que les 3/4 ou les 9/10 des gens ne le feront pas. Bien sûr. Tu vois ? Parce que là, et pourtant, ils savent le faire. Tout le monde peut le faire. Et là, tout d'un coup, pourquoi ? Parce qu'il y a le stress et le trac qui dit, je fais une erreur, c'est la dernière. Tu vois ? Mais pourtant, ça ne t'empêche pas de savoir le faire. Donc toi, quand tu vas te pointer pour jouer ton concerto, je ne sais pas quoi, tu sais que tu sais le faire. Mais attention, je veux dire, tu vois, est-ce que tu es capable de subir la pression et de t'en servir comme quelque chose qui va te mobiliser ou alors quelque chose qui va te détruire ? On va subir derrière. Voilà. Donc toi, si toi, tu arrives à surmonter ta peur et puis à prendre ça comme un challenge, quelque chose qui va concentrer ton énergie pour réussir, alors là, tout est permis. Mais ça, c'est pour ça que là, c'est un peu extrême, parce que du sol à 400 mètres, il y a une marge. Alors déjà, tu commences même à 1 mètre du sol. Tu vois, déjà même à 1 mètre, tu n'aimes pas tomber d'1 mètre. Tu vois, bon...
Si tu es un peu sportif, ça va. Au mètre, ça va quoi? Tu mets à 2 mètres. À 2 mètres, c'est déjà presque un étage. Donc, quand tu te ramasses à 2 mètres, tu risques pas grand-chose, ou une entorse, si tu veux, mais tu n'as pas envie de tomber quand même. Et déjà, là, tu n'as pas la moitié qu'ils font. Tu vois? Et pourtant, même 30 cm. Puis avec un peu de chance, il y a un peu de vent, donc le prendre trac, confiance c'est ça. en moi. Ah ben, bien sûr. Et il y a un mauvais accompagnateur pianiste derrière, pareil. Voilà. Tu peux plus passer sur ta Il y a un mec qui fait ouh. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être un point, tu as fait pas mal de jurys internationaux en trompette, Eric. Oui. Est-ce que la trompette, ça évolue au fur et à mesure du temps dans la façon de la jouer ou pas? Ouh, la sais. trompette évolue, oui. Ouais, Oui, dans ce que oui, j'entends. Elle Ça- évolue comment? Oh, elle évolue comment? Moi, je pense qu'elle évolue dans le bon sens. Ok. Par rapport à des années passées où on avait un esprit qui était, je sais pas, c'est difficile comme ça à dire, mais on avait souvent l'idée que, effectivement, que la trompette, c'était, comment dire, une espèce de miroir de la force, de la puissance. Ok. Donc, pour beaucoup d'étudiants à mon époque, et ça c'était sous l'égide de certaines personnes dont je peux tirer les noms, mais enfin bon, qui étaient surtout omnibilés par ça, il fallait jouer très aigu, très fort et très vite en gros. Voilà, tu vois, c'était le truc, tu vois, c'était la superficie du truc. Et donc c'était un espèce de fantasme, si tu veux. Et on avait, si tu regardes un peu, il y a 40 ans à peu près, c'était dans les années 70, 80. Déjà 80, my God. 80, alors, tu avais dans les orchestres des gens qui jouaient très fort, et puis plus ils jouaient fort, et plus ils étaient... Oh, bravo. Aujourd'hui, si tu fais le tour des grands orchestres dans le monde, tu n'as pas de brut. Ouais. Oui. Avant, tu avais des brutes du style... paix à son âme, Charlie Schluter, par exemple, tu vois, c'était un... Ok. À Boston, ça débitait. Il se fâchait avec Ozawa parce que Ozawa ne pouvait plus voir. Enfin bref, c'était parce que l'autre, c'était je joue le plus fort possible et plus, enfin, je ne vais pas dire le plus laid, mais pas loin, tu vois. Et donc il y avait ce fantasme-là. Alors après, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il fallait jouer comme ça. Aujourd'hui, ça a disparu. Tu vois. Aujourd'hui, si on regarde les grands trompettes solo des orchestres, puisque ça vient un peu des États-Unis et de Russie aussi. Mais Russie, c'était un peu plus à part. Mais les États-Unis, marketing, machin et tout, ça venait de là, si tu veux. Okay. Aujourd'hui, tu regardes Chris Martin à New York, tu regardes Batayan maintenant à Philadelphie, tu regardes Tom Hooton à Los Angeles. C'est pas des brutes épaisses, hein, je veux dire, tu vois. Moi, j'ai joué avec Chris Martin, il joue une trompette encore plus fine, si j'ose dire, que moi, tu vois. Français, alors il dit, oh, tu vas jouer. Il joue très fin, très. Pas comme. Donc, c'est des gens avec des qualités déjà qui dépassent le fait de jouer fort ou très aigu. Donc, ça évolue un petit peu comme ça. On est beaucoup plus à l'écoute d'une trompette plus. Ça ne veut pas dire qu'on joue pianissimo et juste avec de la souplesse ou quoi. Non, tu peux jouer fort aussi, je veux dire. Mais on a plein d'exemples maintenant des gens qui gagnent, ne serait-ce que les concours internationaux. C'est des gens qui jouent la plupart du temps avec une certaine finesse et une certaine classe, et pas celui qui a joué le plus vite ou le plus fort. Hein. Ouais, ok. Donc ça évolue quand même plutôt, je pense, dans le bon sens, si tu veux, tu vois. Et en termes de niveau, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur concours pour toi sur lequel les meilleurs trompettistes se présentent? Il n'y en a pas un spécifiquement? Je ne pense pas qu'il y en ait un spécifiquement, parce qu'il y a des gens qui sont en Asie, ils vont à Jeju, ils viennent plus rarement là. Les Américains viennent assez peu dans les concours internationaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur culture. Ok. Donc dans les concours internationaux, les plus anciens qui subsistent, c'est l'ARD Munich, c'est Prague. Genève n'existe plus. Et puis après, il y a venu Porcia maintenant en Italie, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui commence à exister.
Jésus qui existe depuis 20 ans, mais qui est Ok. moins connu que les autres parce que c'est loin, c'est sur une île, tu vois, etc. Et puis après, il y en a qui sont nés, qui sont morts, il y en a qui ont vécu. Ouais, j'en ai fait un, juste un. Ah oui, ok, qu'une seule édition. Et puis, donc, on ne peut pas dire qu'il y a un qui est plus fréquenté de d'autres. Mais Ok. Et moi, j'ai une question en revenant par rapport au son qui a évolué. Est-ce que toi, ton son a évolué, ta musicalité oui, entre, évidemment, oui. le Oui, début, j'espère d'ailleurs. Tu as commencé, et puis en ce moment. Naturellement. Mais et d'ailleurs, heureusement, et d'ailleurs, aujourd'hui, je joue plus de la même façon que je jouais il y a 40 ans, que je jouais il y a 20 ans. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est à vous de le dire, ça. Et qu'est-ce qui a évolué dans ton son, tu le trouves plus Parce que maintenant tout le monde change. Je veux dire, toi, tu changes. Et après, ta vie s'enrichit d'expériences, si tu veux, de moments que tu as vécu en France, à l'étranger, partout, si tu veux. Et donc, ça fait que ton vécu fait que tu vas reproduire quelque chose qui prend en compte ton vécu. Parce que on est tous comme ça. On joue d'après un vécu, d'après des connaissances, d'après une culture, d'après... etc. Et puis, tes sentiments et puis ton esthétisme évoluent d'une façon ou d'une autre. Généralement, on va plus en s'adoucissant dans l'âge plutôt que le jeune un peu fougueux, tu vois, qui va vouloir en mettre un peu plein la vue et tout. Là, après, comme on dit, c'est la sagesse, Oui, tu c'est vois. ça. Okay. Alors, où va la sagesse, où va la sénilité, je ne sais pas, à vous de me le dire. Et tu veux faire un point d'actualité avant qu'on ne dorme pas ici, peut-être que je conclue ou pas? Finir, on a préparé une petite FAQ de la communauté. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on finira avec questions ça. de gens qui nous suivent. Donc voilà, on a à peu près un peu plus de 110 000 abonnés en ce moment. Ah oui, rien que ça. Donc, ouais, et ils ont tous posé une question. Et on va toutes les Vous poser. voulez tous acheter mon disque, c'est ça? À 110 000. Exactement. Laissez-moi le temps, je vais fournir. Ça marche. Alors, il y a Gabi Choucroute. Ah bah oui, Gabi Choucroute, j'adore. Ça, c'est du long. On adore les pseudos. Donc, petite dédicace à lui. Donc, il dit bonjour Eric, des conseils pour l'appareil dentaire au niveau trompette. Ça, l'appareil dentaire, c'est la calamité de tout. Alors, l'appareil dentaire, moi, je veux bien, ça existe, tant mieux d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, c'est un business. Alors maintenant, pour un oui, pour un non, les dentistes, ils te mettent des bagues tout le temps, tu vois. Parce que leur dentiste, c'est cash machine, hein, tu vois. Alors, je ne vais pas dire de mon temps, tu vois, ça fait vieux con, tu vois. Ben parce que, bon, il n'y avait pas non plus tout ça. Mais moi, j'ai eu un appareil dentaire pendant 3 ans, si tu veux, mais des choses que je pouvais retirer. D'accord. Aujourd'hui, ils te foutent des bagues et puis démerde-toi. Alors ça, c'est la calamité, ça c'est clair. Okay. Donc ça, si on peut éviter, il faut éviter. Alors maintenant, il existe aussi un FM d'élastique ou je sais pas quoi. Il y a des moyens, ok. Il y a des moyens qui existent. Il ne faut pas croire le premier orthodontiste qui va dire « Ah ben non, vous, c'est les bagues et terminé ». Évitez les bagues. Ou si vous ne pouvez pas les éviter, c'est le moins longtemps possible. Et si c'est le moins longtemps possible, c'est mieux carrément d'arrêter. Ok. Parce que le problème, tu vas te réhabituer à jouer d'une certaine façon avec, mettons, une protection, ou alors parce que tu vas compenser forcément, et tu vas avoir une autre embouchure. Quand on va te retirer les bagues, tu auras une autre embouchure. C'est vraiment merdique, quoi. Donc les bagues à éviter vraiment. Et si on ne peut pas les éviter alors, dans ces cas-là, c'est mieux d'arrêter. D'accord. Alors, j'ai eu un cas particulier, moi, par rapport à des bagues. J'ai une élève qui a eu des bagues haut et bas, alors qui jouait plutôt bien à l'époque, enfin, au niveau de second cycle, mais le son n'était pas si mal. Qui a eu des bagues du jour au lendemain, donc on a pris 2-3 semaines avec plus de son, quoi. Et elle mettait des pattes, quoi, sur les bagues, tout ça. Le son est redevenu comme avant. On l'a vraiment récupéré comme avant. Et quand elle les a retirés, elle a joué 3 fois mieux qu'avant.
Parce qu'il devait y avoir un truc où ça l'a empêché d'appuyer parce que Alors, ça souffrait. écoute, Donc c'est peut-être l'exception qui C'est confirme peut-être la règle, l'exception. je veux Ouais. dire, tu vois. complètement. Maintenant, après, avec si la gamine était super intelligent et tout, que Oh non, Ça, non, elle tu était peux- vraiment idiote. ah ouais, c'est ça. C'est peut-être ça l'histoire. Alors. Non, Et si c'était ça le secret. Tu vois. Alors donc bon. Alors moi, je te dis, l'expérience que j'ai de ça, c'est plutôt un truc un peu pénible quand même. Ouais, plutôt arrêté pour toi. Et ça dépend. Si c'est 3 ans de bague, arrêter, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, si on peut éviter le passage bague, tu vois, voilà, c'est mieux. Quoi. Oui, Ou bah oui, alors carrément. très court, tu vois. Si c'est très court, vaut mieux arrêter. Si c'est 6 mois, t'arrêtes. Oui, bah oui. Bah souvent c'est 6 mois, non? Ça va être des choses comme ça. Non, hein, souvent, c'est moi, 2 ans ou 3 moins ans. 2-3 ans. Moi, j'avais que des bagues en bas. Ah oui, ok. Donc, pareil, j'avais une forme de patte que je mettais parce que à appuyer, etc., ça me faisait mal. J'ai de la chance, j'en avais pas en haut. Mais Eh ben, après, c'était la Ouais, j'ai- libération quand je les ai enlevés. Ah oui. Non. Bah, moi Mais j'ai ça que t'a les pas potes changé qui- ton embouchure Non, j'étais toujours sur la même. Non, mais sur ton embouchure. Ah, Pas- mais, le placement. le aussi, placement. du coup, j'ai dû me réadapter Donc, un petit peu, mais Ouais, ça allait ouais. après. Donc je sais pas s'il y a vraiment une réponse unique à tout ça. Moi, Non, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a peut-être d'autres systèmes qui existent aussi et que il y bah, a- ça il y peut a être une d'autres option. systèmes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on laisse moins les dents de travers. Moi, j'étais à la période où c'était vraiment entre les deux, quoi. Où il fallait que les dents soient impeccables d'un côté et de l'autre, on laissait un peu de laxisme là-dessus. Et puis maintenant, Et ça a évolué. je veux dire, si toi t'es vraiment doué pour la trompette et puis si t'as une ou deux dents un peu de travers, tu la laisses de travers, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Oui, tu remets tout. Par contre, moi, j'ai senti une différence avec les dents de sagesse. En fait, j'avais une dent de sagesse qui me rentrait dans la joue. Ouais. Et donc, quand je les ai fait enlever là, il n'y a pas très longtemps que ça, là, j'ai remarqué que c'était plus simple à jouer. J'avais un peu plus j'étais un peu plus endurant parce qu'en fait, ça faisait moins mal le masque. Puisque, comme j'en avais une qui rentrait dans la joue et autres. Ah bah oui, question de nerfs Mm. ou quoi. Oui, il peut y avoir le fait aussi, quelquefois, de l'ouverture ou la fermeture. Si tu fermes mal les maxillaires, tu as une tension dans la mâchoire que tu ne t'aperçois pas et qui te fatigue prématurément si tu veux le truc. Moi, j'ai eu un élève comme ça. Ok. Tu vois. Et il s'est fait limer quelques dents. Il a pu marcher et a terminé après. Résistance multipliée par 2. Ah ouais. Tu vois, comme quoi il peut y avoir des choses quand même assez incroyables. Tu vois. Ouais. Ok. Et j'en profite parce qu'il y a un cas, moi, qui est compliqué à résoudre, je trouve. C'est les gens qui ont de l'air qui passe dans le nez quand ils jouent. Et alors, moi, j'avais entendu une histoire où Comment quelqu'un ça, s'était dans fait le nez opérer. Ouais, tu sais, parfois, il y a des gens qui, quand ils jouent, Ah ont un ouais, petit comme ça dans le nez. Ah qui, ouais. ouais, qu'ils le font. Ouais, ça m'est arrivé sur plusieurs personnes. Hein. Moi, j'en ai vu Ah 3 avec ces problèmes-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une fois quelqu'un qui m'a apporté une solution en disant oui, faut faire une opération dans le palais. Et je me dis, Pour tirer le voile du palais. tu sais. c'est un peu complexe, quoi, d'un point de vue. Mais je me dis qu'un jour, je vais tomber sur quelqu'un qui a résolu ça. Toi, t'as pas vu ce cas-là encore, Eric? Oh, peut-être je suis tombé une fois ou deux là-dessus, mais Pas mémorable. si, ça, chez des petits, oui. Et T'as pas comment voulu j'ai les aider résolu ça? Ils ont arrêté. Je crois que je les ai dégoûtés, ils ont arrêté. C'est ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire, je sais pas, je me souviens pas. Non, il y a un autre truc comme ça qui court en Asie. Tu sais que sous la langue, tu as un frein. Oui. Tu as une espèce de membrane, c'est un Ouais, frein. carrément. Et pour ceux qui n'arrivent pas à détacher, ils se font opérer, ils se font couper le frein. Oh la vache. Ça fait qu'ils peuvent tirer. Je crois que Ça c'est change très- rien. Ça fait de langue de girafe. Je crois que ça c'est rare. Ouais, c'est Tout ça particulier. pour ça. Ok. Alors j'ai un autre de Lucas qui vient du Brésil. What is the best model for beginners? Modèle, t'entends quoi? De Modèle de trompette. trompette? Modèle d'instrument, tu veux dire? Oui, jeu d'instrument. Il n'y a pas de réponse à ça. Oui, après je sais que tu es sponsorisé par Yamaha. Non, mais oui, c'est vrai, mais il faut dire que. Alors, il existe peut-être des trompettes de débutants, entre guillemets, des trompettes pour commencer, qui sont très bonnes. Sûrement, je ne les connais pas. C'est vrai que les trompettes Yamaha, pour commencer, sont quand même, globalement, ont fait leurs preuves. Et, Non, et puis c'est des instruments qui sont justes. Moi, je les fais acheter pour mes non, élèves franchement, parce que ça bouge pas. c'est des bons instruments pour commencer, franchement. Ouais. Sans parti pris. Ceci dit, il existe peut-être d'autres marques qui sont aussi très bien, j'en sais rien, mais je ne les connais pas.
Et pour continuer, toi, aujourd'hui, les modèles que tu joues, tu as toujours joué Yamaha? Ah non, je joue depuis 20 ans, 25 ans. Hein. Ok, ça marche. Avant, j'ai joué tout, moi, tout. Selmer, Aubertin, Selmer, Courtois. Pas beaucoup Courtois. Bach, évidemment, très longtemps Bach, Schilk, Besson, Stomvie, un court moment. Et puis voilà. Il y a des grosses différences en fonction des marques. À l'époque, oui. Aujourd'hui, moins. Okay. Aujourd'hui, quand même, tout le monde arrive à faire des trompettes dignes de ce nom, si tu veux. Tu vois. Alors après, tu peux préférer plus ou moins ça ou ça. Mais disons que dans les grandes séries, si tu veux, on peut dire que Yamaha ou Bach, je veux dire, tu peux pas te tromper, quoi. Je veux dire, tu vois. Encore, Bach, tu peux te tromper parce que les Bach sont assez inégales, si tu veux. Tu peux tomber sur une très très bonne trompette et une très mauvaise aussi. Alors chez Yamaha, tu ne tomberas jamais sur une très mauvaise. Okay. C'est beaucoup plus linéaire, tu vois. Moi j'ai eu ce cas-là sur le modèle, j'en ai fait venir 4 ou 5 avant d'acheter la mienne, puis le même modèle et c'est pas les mêmes sons. C'est parce que oui, parce que les Yamaha sont mieux finis si tu veux professionnellement, alors que les Bach ils sont à la chaîne, si tu veux. Gros. Donc tu peux tomber très bien et puis pas bien. Ok, ça bouge un peu plus. J'ai aussi un dernier de Quentin B. Alors, il m'a mis, je resterai simple, sa pire expérience de vie, mais qui lui a été d'une grande aide. Moi ? Oui. Ma pire expérience c'est ce que j'ai parlé en début d'interview, là. C'est quand j'étais tout jeune et puis j'ai commencé à vouloir forcer un peu sur le truc, ça n'a pas marché. Là, ça a été compliqué. Hein. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans ta vie, la vie c'est quand même à la fois court et long, si tu veux. C'est long quand tu commences, c'est court quand tu arrives. Tu vois ? Ouais. Et donc, des passages qui vont être difficiles, il va y en avoir. Il ne faut pas penser que tout va être rose jusqu'au... Je suis doué, donc moi... Donc, j'ai eu un premier passage difficile à l'âge de 14-15 ans, voilà. Okay. Ensuite, j'ai eu un deuxième passage difficile vers 32-33 ans. Okay. Qui était lié à quoi, ce coup-ci ? Des périodes un peu dépressives, un peu comme ça, qui ont influé sur la trompette. Donc, ça n'a pas trop joué sur la trompette, mais sur moi, ça a joué beaucoup. Okay. Donc, des passages difficiles dans le jour. Après, à 50 ans, j'ai eu un passage difficile aussi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tous les 10 ans, il y a un passage difficile. Là, j'ai marqué un peu le coup. Ça a résolu. Et le dernier passage difficile, c'était il y a 3 ans, 4 ans, pendant le Covid. J'ai aussi eu une année difficile. Okay. Donc, ça veut dire simplement que tout n'est pas... mais ce n'était pas lié au Covid même. C'était... Enfin... si, indirectement. Ouais, le fait de moins voir de monde aussi. Indirectement, non, mais là j'ai perdu ma position, je ne sais plus où j'étais. Tu vois. Ouais, sur l'instrument. Ouais. Et donc, des passages difficiles, on en aura tout le temps. Alors, plus ou moins difficiles. Moi, ce n'était pas des passages non plus très difficiles. Le premier, dans ma jeunesse, c'était très difficile. Après, les autres ont été... difficile, mais enfin bon, tu vois, je me suis remis, je veux dire. Donc, mais donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je veux dire. Tu vois, il se passera toujours quelque chose, et c'est justement là l'expérience accumulée qui va te permettre de dire bon, on va poser les choses, et puis on va y aller tranquillement, et on va réfléchir qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours, c'est pas le fait du hasard, je veux dire, il y a toujours une raison. Et quelquefois, la raison est tellement simple, mais tu la vois pas, si tu veux, que c'est, enfin bon, c'est. Bon, c'est bien des fois de se faire aider ou pas, ça dépend. Mais... Ça t'arrive aujourd'hui encore de demander conseil à des choses comme ça ? Ou non, maintenant tu résous tout seul tes problèmes ? Non, j'y résous tout seul, mais je me sers je veux dire, comment dire, des réflexes que j'avais quand j'étais gamin. Enfin, gamin, quand j'étais adolescent, si tu veux. Okay. Pourquoi je te dis ça ? En fait, tout simplement parce que moi, l'essentiel de tout ce que j'ai appris dans la trompette, j'ai appris tout seul. D'accord. Okay, ouais. Moi, après mon premier professeur, enfin après mon professeur de trompette, André Prel, donc après 73,
j'ai plus de prof. Ouais. Alors, au CNSM, j'avais le remplaçant, c'était un destructeur. Et puis après, Maurice, c'était pas le prof comme moi je suis là pour mes petits loups, tu vois. C'était un mec qui venait faire des masterclass, en gros, si tu veux, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui. Alors qu'il venait plus ou moins souvent, etc. Et puis, tu vois, il était là, il prenait pas en charge ce que je prends en charge, ou ce que les gens, en tant que professeur avec un grand P, prennent en charge. Donc, j'étais tout seul tout le temps. Ok. Et donc, j'ai appris tout seul. D'accord. Ok, ouais, ouais. Et donc, j'ai appris à m'en sortir tout seul. Quand j'ai eu mes problèmes, je me suis sorti tout seul. Et j'ai appris beaucoup en écoutant, Ok. en fait. Et c'est pour ça qu'il faut savoir écouter. J'écoute, je dis tiens, mais comment il fait là? Pourquoi il fait comme ça? Alors, j'écoutais. Alors quand j'étais à l'orchestre, à l'époque où j'étais à l'orchestre, j'écoutais les collègues, j'écoutais pourquoi lui il est comme ça, pourquoi il joue bien, pourquoi il joue pas bien, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et après je me servais pour guider ma carrière. Je me suis dit bon, comment il faut que je fasse? Alors je savais pas comment il fallait faire, mais je savais comment il fallait pas faire. Ok. Donc je dis surtout pas comme ça. Ah ouais. Surtout pas comme ça. Et surtout, je veux pas devenir ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, mais je vais pas faire pas ça. Ok. Alors après, tu montes comme ça. Et en observant, ouais, t'as construit ton jeu. En résolu tes observant, en problèmes, ouais. écoutant, et en essayant de comprendre pourquoi des gens jouent bien, pourquoi ils jouent pas bien, quelles difficultés, etc. Et de là, moi, ce qui m'a servi aussi, c'est que j'ai enseigné depuis l'âge, j'avais 17-18 ans, tu vois. Hmm. Et j'ai enseigné toute ma vie, si tu veux. Et en fait, moi, mes professeurs, ça a été mes élèves, en fait, si tu veux. Parce que, en fait, tu es obligé, je veux dire, de construire un système de miroir, si tu veux. Toi, tu envoies des images et tes élèves t'envoient d'autres images. Et tu essayes par les images qu'ils te renvoient, de comprendre ce qui se passe. Et le fait de comprendre te fait comprendre aussi à toi. Et le fait de jouer, comme moi, vous voyez, je joue très souvent à la classe, ou presque tout le temps, tu vois. Et de là, ça t'évite de dire plein de bêtises, si tu veux. Parce que souvent, les gens qui jouent pas pensent qu'ils ont raison. Et ils pensent vraiment, hein, c'est pas du... Mais tu t'aperçois que quand tu joues, tu modifies ton discours parce que tu t'aperçois que c'est pas aussi théorique ou simple que ça. Donc si la trompette s'apprenait dans les livres, à mon avis, ça se saurait, tu vois. Oui, oui, carrément. Voilà. Il y a un cas de fou là à Nantes. Il y a un professeur de corps, David Cumer. Je sais pas si ça te parle un peu. Ouais. Il a joué à un moment. Je crois qu'il a dû faire le CNSM de Paris, puis il a eu un problème, je sais pas. Puis il joue plus du tout. Mhm. Et il envoie quasiment tous ses étudiants dans les sup. Enfin, c'est remarquable. Et je me Tu vois demande, encore une exception qui Ouais. confirme la règle. c'est vrai, comment sans jouer on peut envoyer des. C'est incroyable. Ouais. Il y a quelques cas. Je ne sais pas. Effectivement, je pense que c'est quelque chose par contre d'important de jouer Moi, en je corps. pense que si je jouais pas, je dirais beaucoup de bêtises. Non, mais c'est sûr, D'accord. bien sûr. Mais après tout, je sais pas. Mais ou alors, je sais pas. Ou alors, il a peut-être un Bah, il doit avoir des compétences que tout le don. monde a. ou- Parce que moi, je connais des gens qui jouent pas avec des élèves Non, mais je catastrophiques. pense que oui. Mais bien sûr. Non, mais je pense aussi, c'est que le fait d'être bon professeur, c'est pas le fait d'être forcément le meilleur trompettiste ou forcément le meilleur technicien ou forcément le meilleur pédagogue. Mais c'est celui qui va réussir à te donner confiance. Oui, carrément. Tu vois, celui qui va réussir à t'optimiser ta vue et puis te dire à prendre confiance en toi et puis que c'est toi qui va faire les progrès. De toute façon, tu auras beau avoir le meilleur professeur du monde, si toi tu t'y mets pas, je veux dire, ça sert à rien. Je veux Ouais, bien dire, tu sûr. vois. Donc éventuellement, celui qui arrive à Ce que me disait Pierre Gillet. voilà, sûrement, Grosse confiance. je veux dire, à t'auto-persuader, à te persuader, à te donner confiance, à te dire bon, voilà, et puis c'est ça qui va te faire travailler, et puis qui va te faire peut-être sortir. Donc ça, c'est des dons qui sont pas forcément liés qu'à l'instrument ou à la trompette. Hein. Ça peut être des dons de communication. Et d'ailleurs, l'enseignement par lui-même, le plus dur, c'est pas la technique. Hein, je veux dire, tu vois, le plus dur, c'est quand même un petit peu comme en médecine. Tu vois, en médecine, qu'est-ce qui est compliqué? C'est le diagnostic. Ouais, complètement. Tu vois, à partir du moment où tu as posé le bon diagnostic, après, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, où tu as les médicaments pour te soigner, et puis ou la technique pour te soigner, et là, ça va aller mieux, ou tu les as pas, et puis tu vas crever, quoi. Oui, et puis le bon diagnostic, il n'est pas toujours évident. C'est sûr. Et c'est ça qui est difficile. Ouais, bien sûr. Et alors, toi, quand tu as un élève, comme toi qui rencontre des problèmes ou pas des problèmes même, ou de dire, tiens, comment il fait, comment il faudrait faire, etc.,
Et ben, c'est à toi d'arriver à analyser suffisamment les choses pour te dire, bon, ben voilà, les choses viennent de là. Après, le problème, c'est que celui qui reçoit, donc l'élève, hein, reçoit l'information, arrive à s'en persuader suffisamment pour y croire. Donc, en fait, c'est une question aussi de croyance. Hein. Bien sûr. L'idéal, c'est qu'il la trouve. C'est le questionner pour qu'il pense l'avoir trouvé. Et en seul, fait, c'est un peu comme la religion. Hein. Je veux dire, tu vois, la religion, si on va pas s'embarquer sur ce terrain-là, c'est un peu glissant. Mais en fait... Si on voulait ton avis sur les religions, après, on les met en très bien, pas bien, comme tout à l'heure. À éviter. À éviter. Bah, écoutez, à éviter. Hein. Mais non, mais la religion, tu t'aperçois que finalement, les gens qui croient, c'est finalement que Dieu existe, pour simplifier, Dieu existe ou il n'existe pas, finalement. Quelle importance? Quelle importance dans le sens où, de toute façon, ta vie, c'est pas Dieu qui va décider, je veux dire, tu vois. Donc, c'est quand même toi, essentiellement. Mais en fait, toi, où ça va t'aider, c'est que si tu crois, si tu as la foi et tu crois, alors c'est quelque chose qui va te soutenir, que tu vas aider, et que tu vas croire. Et c'est ça qui va te, finalement, avoir des côtés très positifs chez toi. Tu oui, bien sûr. Donc, c'est de croire. Donc, si toi, tu es persuadé qu'en travaillant avec ça, alors, déjà, tu as la moitié du chemin qui est fait. Oui, bah, c'est sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dans la tête sur l'enseignement. C'est essentiel. Alors, ça se trouve, ce David, etc., bah, peut-être a ce don de persuasion et ce don, justement, d'arriver à transmettre quelque chose qui est suffisamment fort et très... Non, c'est possible. Non, mais bien sûr, et puis c'est ce qui est effectivement compliqué. Eh ben, Eric, là, au niveau de la suite, maintenant, toi, tu fais encore des concerts, tu joues encore. Ah ben ouais. Vers quoi on peut diriger les gens que tu vas faire, s'ils veulent te suivre? Alors, s'ils veulent me suivre, alors je vais dans l'ordre. Tu vas dans l'ordre. Alors, ou tout à l'envers, comme tu veux. Alors, en janvier, au Brésil. Ok. Qu'est-ce que tu fais au Brésil en janvier? Je fais une académie, des concerts. Ok. À côté de Porto Alegre. Ok. À Pelotas. Et puis après, je vais où? Après, c'est le fameux masterclass d'hiver. Tout à fait. Celle sur Belle, que Rémi va sûrement participer d'ailleurs. Je le vois arriver. Hein? Et Gaëtan aussi. Rosie a fait un peu la tête. Et Lara aussi, mais bon, c'est pas grave. Ça s'engage moins. Celle sur Belle, donc là, je fais ma masterclass d'hiver habituelle, en fait, si tu veux. Et ça, il reste des places? Les gens peuvent s'inscrire? Oui, les gens peuvent s'inscrire encore. Il me reste 2 places. Ok. Voilà. Et c'est niveau, à partir de quel niveau? C'est à partir du niveau débutant. À partir du niveau débutant? Non, le niveau qui soit capable de jouer quelque chose en public avec piano, voilà, même si c'est pas forcément un niveau. À partir du moment où il y a de la place, moi je prends, tu vois. Ok. Voilà. 3e cycle, quoi, c'est ça, minimum. Oui, 3e cycle, oui. Ouais, ok. Oui. Et puis, ça peut même arriver, moi, si j'ai de la place, moi, ça me dérange pas de faire travailler quelqu'un qui... À partir de la 2e année de trompette, vous pouvez venir. Ça même, à la limite, pourquoi pas, ça peut être marrant aussi. Si vous avez un bruit dans le nez, c'est peut-être... le bruit dans le nez, faut vérifier hein, quand même. Et puis après... Non, je joue au ski après. Après le ski, je vais... Vous pouvez le retrouver au ski, sur quelle piste? Oui, sur la piste dans les Alpes. Noire de Super d'Evolui. Et puis après, je vais à Londres. Ok. Pour donner des concerts? J'ai un concert et des classes, et puis je fais travailler des ensembles de trompettes. Donc je vais jouer avec eux. Ok. Ensuite, au Chili. Ok. Au Chili au mois de mars, tu vois. Là, c'est pareil. Là, Tomasi. Ah non, là, ouais, concert. Tomasi. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai mon concours aussi là-bas, donc on fait le concours en même temps. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu fais ton concours. Ouais. Okay. Ensuite, avril, Corée. Après, j'enchaîne Corée, Taïwan. Ok. Donc, Corée, j'ai 3 concerts en Corée. Un concert à Taïwan où je vais jouer le concerto de Marsalis. Ah oui, ok. Mais je ne vais pas jouer avec orchestre, là, je vais jouer avec piano. D'accord. Mais l'orchestre, je le ferai l'année prochaine. Ensuite, Taïwan et après Chine. Mais là, c'est pas pour concert, c'est pour des classes à Pékin. Ok. Après, au mois de mai, je ne sais plus. Non, je crois qu'au mois de mai, c'est assez calme. Au mois de juin, j'ai les examens, donc j'ai rien pris. Mais
Je devais avoir la Chine, mais je ne fais pas finalement. Après, je vais en Tchéquie, à la fin du mois de juin, début juillet. Après, j'ai une tournée en France avec un ensemble de Coréens qui viennent, qui s'appelle Beautiful Day. Ok, super. Et donc, ils sont 6. Et donc, on va tourner en France au mois de juillet pendant 3 semaines. On va en faire 7-8 concerts. D'accord. Dans des grosses villes, quoi, c'est ça un peu en France? Pas forcément des grosses villes, là où j'ai des copains qui vont faire la fête. Ok. D'accord. Non, mais sinon, pour les choses que vous pourriez connaître, il y a le Festival au Sable d'Olonne, mais il y a surtout Eurocuivre. Oui, Ah oui. ok. Et puis, il y a Cuivre en Dombes aussi. Ok, je connais pas. C'est où ça, Cuivre en Dombes? C'est dans les Dombes, c'est au-dessus de Lyon. D'accord. C'est un gros festival de cuivre, c'est un des plus connus pour les cuivres en tout cas. Mais si vous ne connaissez pas forcément, c'est parce que ce n'est pas une académie, c'est un festival de concert. Alors que Eurocuivre, c'est une académie, plus concert. Après, je vais en Lituanie, et après, je retourne en Corée, et après en Chine, au mois d'août. Et après, en septembre, je ne sais plus, en octobre, je vais... Putain, j'ai oublié. Un festival en Italie, je crois. Et puis, attends, mais j'ai un truc, moi j'ai oublié. Oh, c'est pas grave. Bon, ben, et après, 2026, j'espère pouvoir enregistrer le concerto de Marsalis avec l'orchestre. Oui, ok, c'est l'objectif. Et puis, et de tourner, après, en avril, j'ai Japon, 26. Et puis, l'été 26, tu vois, j'ai déjà des trompettes et orgues avec Thierry Esquèche. Oh, ok. Voilà. Ah, c'est bien, il y a déjà une programmation qui va assez loin. Ouais. Mais qui est encore très clairsemée, tu vois. Et puis, alors, le reste du temps, si vous voulez venir, alors vous venez chez moi, à Saint-Paul, dans l'Oise, et puis on va faire du bricolage. Et alors, j'ai une toiture à construire. J'ai des parpaings à monter. Alors, pour ceux qui... J'attendais pas voilà. ça. Oui. Voilà, On va chez nous. je vous attends. Sur les 125 000, il y en a bien qui vont proposer. Je vous ferai à manger, si vous voulez. Je vous ferai à manger. Bon, bah, c'est une bonne affaire. Ouais, toi, t'aimes beaucoup voyager en fait quand tu. Bah ouais, ça toute ma vie un peu de ça. Alors je veux dire. C'est le voyage que t'aimes ou c'est les grands événements auxquels t'assistes? Oh bah tu sais, au départ, j'ai pas choisi. On m'a invité comme ça, j'ai fait ça, et puis après j'ai été quoi. Tu vois, c'est. Et puis maintenant, il se trouve que j'ai beaucoup plus de contacts à l'étranger qu'en France, alors ça fait que je joue très peu en France. Et puis, parce que depuis que j'ai plus d'agent français, si tu veux, j'ai déserté un peu la France. Si tu veux. Donc, il y a encore 20 ans, je jouais en France régulièrement, l'été souvent. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je joue presque plus. Enfin, peut-être une fois par an ou 2 fois, je sais pas, enfin pas beaucoup. Quoi. Oui, d'accord, ok. Et ben ça marche. Merci Eric d'avoir été avec nous. Voilà, écoutez, un merci plaisir. À vous. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs ou spectateurs. Oui, je pense que en tout cas, ils auront appris un certain nombre de choses. Vous pouvez nous suivre et vous abonner évidemment bien en dessous de cette vidéo. Dites-nous en commentaire qui vous voulez voir dans les prochains podcasts et les prochaines interviews. Et puis vous pouvez acheter toutes les meilleures partitions de trompette sur le site Tout Brass qui sera bien évidemment en description. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt les petits loups.